Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Checkpoint, l'émission où on parle de santé mais surtout de recherche médicale en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale. Rappelez-vous, la dernière émission de Checkpoint c'était en octobre dernier, on avait parlé de santé des femmes et surtout d'endométriose, une super émission à retrouver sur la chaîne YouTube de la Fondation pour la recherche médicale. Aujourd'hui le sujet du jour c'est l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, on va en parler mais avant je me tourne vers Valérie Lemarchandel. Bonjour Valérie, comment vas-tu ? Très bien. Content de te retrouver sur ce plateau de Checkpoint. Ravie de te retrouver également, Jean. Très content. Valérie, tu es la directrice scientifique de la Fondation pour la recherche médicale. On va faire une introduction de la Fondation. C'est quoi la Fondation pour la recherche médicale ? Avant tout, une organisation à but non lucratif Ouais. qui porte une mission d'intérêt général, qui est celle de contribuer à développer la recherche médicale publique en France. La Fondation pour la recherche médicale est indépendante financièrement, ça c'est important de l'avoir en tête, donc ne reçoit aucune subvention. Vous n'êtes pas financé par l'État ? Aucunement. Et les labos pharmaceutiques non plus. La FRM agit uniquement grâce à des dons de particuliers, grâce à des contributions d'entreprises mécènes ou encore des legs de certaines personnes. Voilà. La FRM a deux grandes missions. La première, c'est de soutenir financièrement des projets de recherche et d'accompagner aussi ceux qui font la recherche, c'est-à-dire les chercheurs et les chercheuses. Et puis, à côté de ça, une mission tout aussi importante qui est d'informer le public sur les enjeux, les avancées de la recherche. Et c'est pour ça qu'on fait Checkpoint ensemble. Vous êtes une fondation, comme tu l'as dit, vous récoltez de l'argent via des dons et des legs et vous les redistribuez à des projets de recherche que vous sélectionnez avec des procédures, etc. Ok, trop bien. Combien de projets de recherche vous financez ? Chaque année, environ 400 à 450 nouveaux projets de recherche pour un engagement total. Là, en 2025, ce sera près de 56 millions d'euros. 56 millions d'euros en 2025. Exactement, redistribués à la recherche publique. Et comme tous les projets ne durent plus d'un an en général, on a en moyenne, en Suisse, 1200 à 1300 projets de recherche. Est-ce que, parce que vous êtes la Fondation pour la recherche médicale, mais c'est médical dans son ensemble, ou est-ce que vous avez des domaines de prédilection ? Est-ce qu'il y a des trucs que vous ne financez pas ? Je ne sais pas. Alors, il y a déjà un positionnement généraliste qui est propre à la Fondation pour la recherche médicale. Aujourd'hui, la FRM est le premier organisme de ce type à soutenir tous les domaines de la biologie et de la santé, donc tous les types de recherche, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, sur toutes les pathologies, que ce soit les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies infectieuses, etc. Comment est-ce que tu abordes cette année 2026 ? On a fait un bout de chemin en 2025 ensemble, on a déjà eu l'occasion de parler, mais là, 2026, comment tu vois les choses ? Comment va la FRM ? La FRM se porte bien. Okay. On est en train de porter un plan stratégique à 5 ans qu'on dévoilera bientôt, avec des ambitions fortes, mais réalistes, notamment en matière de soutien à la recherche. On est très, très attendu par les chercheurs qui ont besoin de la FRM pour continuer d'avancer dans leur recherche. Et tu ne peux pas encore nous en dire plus à ce stade ? Ah, quel dommage. On attendra un peu pour en savoir plus. Aujourd'hui, je l'ai dit, on va parler de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Pourquoi on a envie de parler de ça aujourd'hui ? Parce que c'est une pathologie, contrairement à ce qu'on peut penser, qui ne touche pas que les sujets d'âge moyen ou âgé, ça touche aussi les jeunes, et c'est même en augmentation, les cas sont en augmentation chez les jeunes. C'est une pathologie aussi qu'on peut éviter, et je pense que nos invités tout à l'heure en parleront. Donc on peut éviter, il y a des facteurs de risque évitables, donc c'est important de le savoir. Et puis c'est aujourd'hui une des causes les plus importantes de handicap acquis chez l'adulte. Donc c'est un vrai sujet de santé publique. On va avoir l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. On va rentrer en profondeur dans tous ces sujets autour de l'AVC. Pourquoi une mobilisation en ce moment particulièrement autour de l'AVC ? Justement, parce que c'est un vrai sujet de santé publique. On a beaucoup d'alertes de la part des communautés qui nous disent, avec le vieillissement de la population notamment, le nombre d'AVC risque d'augmenter. Les projections, c'est à peu près 30% de plus horizon 2035, il me semble. C'est énorme. C'est énorme. Et avec, 10 ans, là. Et avec une augmentation aussi chez les jeunes. Donc ça, c'est aussi problématique. Combien de projets autour de l'AVC, de recherche médicale autour de l'AVC, est-ce que la Fondation soutient ? Alors, sur l'AVC en particulier, je n'ai pas de chiffres à te donner, mais sur le sujet des maladies cardiovasculaires qui incluent l'AVC, c'est beaucoup. J'ai 2 chiffres à partager.
127 projets soutenus par la Fondation pour la recherche médicale durant les 5 dernières années. Et en 2024, je n'ai pas encore les chiffres consolidés 2025, c'est 2,7 millions d'euros consacrés à ce type de pathologie. Donc un engagement quand même assez important. Il y a quelqu'un dans le chat qui parle de rééducation. On va en parler les copains, ça va évidemment faire partie des sujets qu'on avait envie d'aborder avec nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Avant ça, pourquoi est-ce qu'on fait ce live ensemble aujourd'hui, chère Valérie ? On fait ce live parce que, comme on en a parlé, la Fondation a une mission d'information. Ouais. Que cette émission, elle est vraiment conçue, et tu l'as rappelé, pour parler de la recherche. Cette émission, elle est importante pour toucher un public plus jeune, ton public, pour partager avec ce public des enjeux, à la fois des enjeux de recherche, des enjeux de santé publique, et en invitant des experts, cliniciens, chercheurs, et voire même on aura encore aujourd'hui l'occasion d'avoir une témoin patiente, de vraiment répondre à toutes les questions, éclairer, j'irais même jusqu'à débunker certaines fausses informations ou des informations inexactes. En tout cas, la mission de la Fondation pour la recherche médicale, c'est de continuer à apporter une information fiable et basée sur la science. Je vais dans ton sens, Valérie, parce que en préparant cette émission, je me suis rendu compte à quel point je ne connaissais pas l'AVC. Honnêtement, je ne connaissais pas l'AVC. Vous, dans le chat, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà subi un AVC à titre personnel ou qui connaissent quelqu'un qui ont subi un AVC? Vu les chiffres que j'ai découverts et dont on va parler, je pense que oui, vous êtes nombreuses et nombreux à être concernés par le sujet. Et par ailleurs, en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce sujet et des choses passionnantes, et surtout ce que font les chercheurs et les chercheuses pour faire avancer la connaissance médicale sur ce sujet. Valérie, on te retrouve plus tard dans l'émission. Je te laisse sortir du plateau et on va accueillir nos 3 invités exceptionnels cette semaine. À tout à l'heure, Valérie, merci. Chers amis, je vous en prie, venez, rejoignez-moi sur le plateau de Checkpoint. Coucou le chat, on est toujours ensemble, évidemment. Oui, il y en a qui sont concernés effectivement par l'AVC. Mon mari, moi, mon arrière-grand-mère, mon père, non, il y en a pas mal, et je suis rejoint sur ce plateau par 3 invités avec qui on va échanger sur ce sujet. Je sais pas quelle tasse est à qui, je vous avoue, j'en sais rien. J'ai pas regardé, j'ai essayé de mettre de l'eau partout. On est avec Denis Vivien. Bonjour Denis, bonjour. Merci d'être avec nous. Denis, tu es professeur et praticien hospitalier en biologie cellulaire à Caen. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire mais tu vois des patients tous les jours ou tu... Non, moi je suis chercheur et au CHU je m'implique dans la recherche clinique. D'accord, ok. À côté de toi, on est avec Bertrand Lapergue. Bertrand, tu es chef de service neurovasculaire à l'hôpital Foch à Paris. Toi, tu vois des patients tous les jours? Moi, je vois des patients, mon équipe aussi, à Suresnes, juste à côté de Paris. Ouais. Et effectivement, un service très centré, pas que, mais sur la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, ouais. Y a un petit souci de son, visiblement. Moi aussi, j'entends la régie dans mon oreillette. Je vous adore, les enfants, mais si vous pouvez couper, ce serait super. Et je continue ce tour de table avec Margot Turca. Salut Margot. Bonjour. Merci d'être avec nous, Margot. Tu es patiente témoin, comme on dit. Tu as toi-même subi un AVC, on va en parler. Tu es l'autrice de 2 livres. Alors, attends, je les ai en plus. C'est toi qui les as apportés. Merci, Margot. Tu as écrit 2 livres sur le sujet. Le premier, c'est Mon petit AVC. Mon petit AVC aux éditions Larousse, et le deuxième c'est Ça me prend la tête aux éditions Larousse également. C'est quoi ces 2 livres? C'est du témoignage. Le premier, c'est la partie vraiment dure de l'AVC, les 6 premiers mois après mon AVC, et le deuxième, c'est qu'est-ce qui se passe dans les années après un AVC, comment on vit au quotidien avec ça. Ok, d'accord. Alors, on va apprendre un peu mieux à vous connaître. Bertrand, depuis combien de temps tu fais ce métier, toi? Raconte-moi. Moi, j'ai 47 ans, donc ça fait une petite vingtaine d'années maintenant. Ok. T'as commencé comment? C'était quoi ta carrière? C'était quoi ton parcours pour arriver là où t'es aujourd'hui? Moi, j'ai fait médecine, mais la particularité, c'est que j'ai fait un double cursus médecin et chercheur. Donc, je suis médecin, et puis je suis neurologue maintenant, et maintenant je dirige un service de neurologie. Mais en parallèle, j'ai fait une formation de recherche, thèse de sciences, et donc je suis à la fois chercheur pour un tiers de mon temps, et puis 2 tiers de mon temps clinicien à gérer des patients. Ok, d'accord. Denis, même question, ton parcours à toi, dis-moi. Alors moi j'ai commencé par la biologie marine, donc c'est bien loin des accidents vasculaires cérébraux, et je suis un chercheur, pur chercheur, et je suis arrivé à la recherche sur les accidents vasculaires cérébraux au décours de mon parcours scientifique, et c'est que par la suite que j'ai fait une passerelle dans la partie médicale.
Margot, tu as subi ton AVC, c'était en 2018, mais c'est quoi ton parcours à toi? C'est quoi ton métier? Tu fais quoi? Alors moi, je suis professeure d'art plastique au collège. Et maintenant, je suis toujours prof d'art plastique, mais au CNED, donc le Centre national de l'éducation à distance. Et je suis aussi patient expert, patient formatrice, et je fais de la BD sur mon temps perdu. Trop bien. Et tu es sur les réseaux sociaux aussi, on en parlera. Ok, trop bien. Merci à tous les trois d'être avec nous pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'AVC et où en est la recherche. On va commencer par la base, chers amis. C'est quoi un AVC? De quoi on parle quand on parle de cet accident vasculaire cérébral? C'est quoi? C'est une maladie? C'est une pathologie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui est capable de m'expliquer de la manière la plus simple ce que c'est qu'un AVC? Bertrand. En fait, globalement, dans la tête, brutalement, une artère, un tuyau va se rompre, ça va saigner ou va se boucher. Et comme le tuyau apporte l'oxygène, et ben le territoire, la zone qui est irriguée par ce tuyau va mourir. Donc un AVC, c'est tout ça en fait. C'est un accident parce que c'est brutal, c'est vasculaire parce que c'est les tuyaux de la tête, cérébral. Et globalement, il y a deux formes, soit l'artère se bouche, soit elle saigne. Est-ce que vous n'avez pas d'autre manière que... Non, une des particularités du cerveau, c'est que quasiment toutes les cellules du corps ont une réserve énergétique et les neurones n'ont pas de réserve énergétique. Donc les neurones, ils font l'énergie dont ils ont besoin en temps réel. C'est bien que quand il y a un vaisseau qui se bouche ou un vaisseau qui rompt, il n'y a plus cet apport en oxygène et en glucose et les neurones vont mourir très rapidement parce qu'ils n'ont pas de réserve énergétique. Je suppose que ça a son importance, effectivement, je le comprends bien. D'accord. Est-ce que c'est possible de confondre un AVC avec une autre pathologie? Il y a d'autres pathologies qui sont proches de l'AVC? Oui, il peut y avoir un manque de sucre, et vous faites un malaise. Il peut y avoir de l'épilepsie de temps en temps. Alors l'épilepsie, c'est aussi un peu compliqué, mais c'est une sorte de court-circuit électrique du cerveau. Ça peut mimer de temps en temps un accident vasculaire. Et puis il y a des formes, de temps en temps, la migraine, qui est une forme c'est pas une maladie grave, ça, la migraine, les migraineux, il y en a énormément en France. Et de temps en temps, ça s'accompagne de signes neurologiques et ça mime un AVC. Donc c'est pas toujours facile, on a besoin de faire une photographie du cerveau en urgence, sinon on ne peut pas faire vraiment bien la différence. Ok, je savais pas du tout. On va faire une toute micro-pause technique, les copains. On va changer le micro d'un de nos invités, vous inquiétez pas. On va continuer cette émission, évidemment. Vous connaissez, on est sur Twitch, on est à la maison. Il n'y a pas une émission Twitch sans problème technique, sinon ça n'est pas possible. Bertrand, on va changer ton micro. On a très bien compris ce que tu as dit, mais ça grésille un tout petit peu sur ton son. Voilà. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui a demandé une question intéressante. Est-ce qu'une rupture d'anévrisme, c'est un AVC? Oui. C'est quoi une rupture d'anévrisme? Alors une rupture d'anévrisme, c'est un vaisseau qui a une malformation, qui peut être congénitale, et qui va se fragiliser, qui va rompre, et le sang qui était dans le vaisseau va s'épancher dans le parenchyme cérébral. Donc ça, ce sont les AVC hémorragiques. Donc la rupture d'anévrismale, c'est une cause d'AVC hémorragique. D'accord, ok. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Est-ce qu'on peut faire un état des lieux du phénomène AVC en France? Combien de personnes sont victimes d'AVC en France? Je ne sais pas, chaque année, chaque jour. Je ne sais pas comment on calcule d'ailleurs. On peut les compter, on peut voir ceux qui vivent avec un AVC ou les nouveaux cas qui surviennent chaque jour. Mais globalement, c'est une fois toutes les 4 minutes, quoi. Dans les chiffres assez clés. Toutes les 4 minutes en France, quelqu'un fait un AVC. Ouais. Donc on parle de quelque chose de fréquent, d'où l'intérêt de faire une émission dessus. Ouais. Merci d'être avec nous, Bertrand. 140 000 nouveaux cas par an en France. Ok. Et on dirait un peu moins de 20% qui en décèdent sur les 3, 4, 5 ans qui suivent. Et c'est cumulatif, c'est-à-dire que les patients qui survivent d'un AVC, ben chaque année, il y a de plus en plus de patients qui ont l'handicap d'un AVC. Donc c'est 140 000 nouveaux cas par an. Oui, c'est ça, nouveaux cas par an. J'allais te demander si on était dans une phase de croissance du nombre d'AVC. Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça réduit? On est en croissance. Il y a de plus en plus d'AVC. Ça augmente puisqu'il y a des facteurs de risque qui augmentent. Le vieillissement de la population, comme c'est un facteur de risque, l'âge également augmente. Et de plus en plus, grâce aux neurologues, de plus en plus de patients qui survivent après un AVC. C'est hyper impressionnant. Tu savais, toi, tout ça avant de subir un AVC, Margot? Oui. Tu étais au courant de ces chiffres? Tout à fait. Alors déjà parce que mon petit frère a eu un AVC 4 ans avant moi, pour une raison totalement différente, c'est le pur hasard statistique, et parce que j'étais formée au premier secours. Donc je savais tout ça, et je savais combien il y avait de cas, je savais ce qu'il fallait faire, voilà, je savais, mais je sais qu'il y a à peu près 50% des Français qui ignorent totalement la moindre donnée concernant l'AVC.
Est-ce que l'AVC, ça provoque la mort, le handicap, les deux, un peu des deux Mais le problème, c'est que c'est essentiellement du handicap. Ouais. En fait, oui, ça tue un peu. Oui, ça tue l'AVC. Hein. On a dit 120 000 cas. Il y a 2 millions de patients français qui vivent avec un AVC actuellement en France, pour photographie. Et il y a une trentaine, on verra peut-être les chiffres plus tard, mais il y a à peu près 30 000 morts par an. Il se trouve qu'il y en a énormément, 90 000 qui vont vivre avec du handicap. On sait que globalement, il y en a plus d'un tiers qui vont garder du handicap important derrière. Chez les patients qui travaillaient, il y en a aussi une proportion importante qui ne reprendra pas le boulot. Donc on parle beaucoup de handicap quand on parle d'AVC. Est-ce qu'il y a des différences dans ces chiffres avec d'autres pays ? Oui, alors là, je pense dans les pays industrialisés, franchement que les proportions sont à peu près les mêmes. Après, il y a aussi beaucoup d'AVC, par exemple en Asie. Il y a un vrai taux d'accidents vasculaires cérébraux élevé. Également en Afrique du Nord. Donc quand il y a un changement un peu des habitudes alimentaires, des habitudes culturelles, il y a une augmentation du nombre d'AVC. J'ai noté que, oui c'est ça, c'est les chiffres que tu disais Bertrand et j'insiste dessus, il y a plus de 120 000 personnes en France qui subissent un AVC chaque année pour 30 600 décès. Enfin, c'est ce que dit Margot, en fait, on connaît tous quelqu'un qui a fait un AVC, un ami, de la famille, etc. Et je reviens juste sur ce qu'a dit Margot qui est hyper important, se former en fait, faire une formation. En fait, ça devrait être un devoir citoyen. On devrait tous avoir fait les premiers gestes de secours. Et théoriquement, l'Éducation nationale est censée former aux premiers secours à la fin du cycle du collège, mais c'est de la théorie, parce qu'en fait, on n'a pas assez de formateurs, voilà, et c'est compliqué. Et moi, pour pouvoir être formée, j'ai demandé la formation pendant 8 ans, avant d'avoir le droit de pouvoir la faire. On va en parler un peu plus tard dans l'émission de comment on repère un AVC, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il faut faire si jamais quelqu'un semble faire un AVC en face de vous. On va en parler. On va parler avant ça de toi, Margot. On va parler de ton parcours et de ton AVC en 2018. On regarde une vidéo ensemble dans laquelle tu témoignes pour la Fondation pour la recherche médicale et on revient tout de suite. En 2018, moi, j'ai été victime d'un AVC alors que j'avais que 33 ans et strictement aucun facteur de risque. Les gens ont tendance à penser que quand on sort de l'hôpital ou du centre de rééducation, ben c'est fini, en fait, l'AVC c'est derrière nous et c'est pas vrai du tout. Ça m'est tombé dessus comme ça un samedi matin au réveil. J'ai commencé à avoir des signes de vertige et progressivement, j'ai d'autres symptômes qui se sont installés. Je commençais à devenir incohérente. Je perdais progressivement la parole. Bon, au bout d'un moment, constat sans appel, je commence à me dire que ça sentait pas bon et que ça ressemblait à des signes d'AVC. Donc entre les premiers signes qui étaient aux alentours de 8h du matin et le moment où je suis arrivée au CHU de Bordeaux, il s'est passé 4 heures. On m'a fait passer une IRM en urgence et constat sans appel, c'était effectivement un AVC, donc j'ai été mise sous surveillance en soins intensifs. Au bout de 12 jours, je suis partie en centre de rééducation où j'ai été hospitalisée en hospitalisation complète 5 mois et demi. J'avais l'aphasie, donc je parlais très peu, je mettais les mots dans le désordre. J'avais perdu la conjugaison, la grammaire, la syntaxe. J'étais plus capable de marcher. Donc j'avais une hémiparésie, donc une faiblesse musculaire. Mon côté droit ne me portait plus, donc il fallait me remuscler. Donc au début, j'étais en fauteuil roulant. J'ai eu une prise en charge globale avec de l'orthophonie, de la kiné, de l'ergothérapie, psychomotricité, neuropsychologie, balnéo. Voilà, donc j'étais très occupée par la rééducation toute la journée. Et après, j'ai fait 6 mois d'hôpital de jour. Et à l'issue de ces 6 mois, je suis sortie définitivement du centre de rééducation en octobre 2019 et j'ai dû passer en rééducation en libéral. Aujourd'hui, je suis toujours aphasique parce que ça, l'aphasie, c'est à vie. Donc ça, je sais que je serai toujours obligée de travailler, de compenser là-dessus. J'irai après à marcher. Bon, par moments, j'ai des fois la main qui lâche, voilà. J'ai des douleurs neuropathiques au pied droit. Donc j'ai un traitement pour ça. Je souffre toujours d'une immense fatigue neurologique, donc je suis obligée de me reposer très fréquemment. Je suis fatigable. J'ai des troubles cognitifs associés, donc je peux assez facilement me perdre, être désorientée. Globalement, ça, c'est ce qui m'impacte le plus au quotidien. Les gens ont tendance à penser que quand on sort
de l'hôpital ou du centre de rééducation, ben c'est fini, en fait, l'AVC c'est derrière nous et c'est pas vrai du tout. Je fais toujours de l'orthophonie, j'ai toujours un suivi psy et tous les 3 mois, j'ai un traitement aussi au CHU contre les douleurs neuropathiques et tous les lundis, je vais au CHU de Bordeaux pour faire de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, RTMS, qui est pour lutter contre l'aphasie et les douleurs neuropathiques en créant des nouveaux circuits dans le cerveau pour compenser. Moi, à 33 ans, tout s'est arrêté, alors que moi, mon rêve de gosse, c'était d'être prof d'art plastique et je n'avais pas envisagé que ça s'arrêterait comme ça d'un coup. Moi, j'attends de la recherche médicale qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'AVC, parce qu'on sait aujourd'hui que les AVC sont en constante augmentation pour des raisons diverses et variées, et aussi parce que moi, je fais partie de ces jeunes qui n'avaient aucune raison d'avoir un AVC. Est-ce que la recherche médicale pourrait pas avancer, aider des jeunes patients, et je pense aussi à toutes les séquelles qu'on peut avoir après un AVC. Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que tout ça n'arrive pas en réalité ? C'est un témoignage fort de ta part, Margot, dans lequel tu expliques beaucoup de choses sur ce que tu as subi, sur les soins que tu as reçus et sur les séquelles. Ce dont on va beaucoup parler au cours de cette émission. Raconte-nous ce que tu as ressenti au moment de ton AVC. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as 33 ans, on est en 2018. J'étais en postpartum parce que mon bébé avait tout juste 1 an. Et ce matin-là, quand je me suis réveillée, j'avais l'impression que je faisais une hypo. Tout simplement parce que la veille... Tu ressentais quoi ? Je me sentais une sensation de vertige, d'une grande faiblesse, mais comme la veille, j'avais quasiment rien mangé du tout parce qu'on était en période de conseil de classe et de réunions parents-prof et j'avais couru toute la journée. Voilà, je pensais que c'était dû à ça. Et progressivement, j'ai senti que je perdais la parole, que je devenais incohérente, que je me portais moins du côté droit. Et j'ai réalisé au bout d'un moment, en fait là, ça commence à devenir évident, tu es en train d'avoir un AVC. C'est toi qui as compris que tu avais un AVC. J'ai compris que j'étais en train d'avoir un AVC, mais en fait, j'étais très flippée parce que j'étais toute seule à la maison avec mon bébé et je me suis dit, si j'appelle les secours, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait de mon bébé ? Donc, en fait, j'ai perdu du temps parce que j'ai voulu organiser la garde de mon bébé, savoir qui allait pouvoir le gérer. Et fort heureusement, j'ai appelé mon père. Et j'ai appelé ma mère et c'est pas elle qui a décroché, c'est mon petit frère. Et quand il m'a entendu parler, il a dit, il y a Margot au téléphone et elle a dit n'importe quoi. Et mon père était à côté et il lui a arraché le téléphone des mains. Et en fait, mes parents sont pharmaciens. Et donc lui, il a compris instantanément. Et il m'a dit, tu bouges pas, j'arrive. Et il a pris son vélo parce qu'on ne peut pas se garer dans ma rue. Et pendant qu'il pédalait, il a appelé le SAMU en leur disant, voilà, ma fille a 33 ans, elle est en train d'avoir un AVC, elle habite à tel endroit, il faut venir la récupérer. C'est ton père qui a appelé le SAMU. Voilà. Et donc le SAMU m'a appelé. Ils ont fait le questionnaire de régulation et pour eux, ils s'étaient persuadés j'ai répondu tout juste. Mais en fait, j'ai répondu tout faux. J'ai pas été capable de donner mon vrai âge, j'ai pas été capable de donner mon adresse et j'entendais que je disais n'importe quoi, mais j'étais incapable de me corriger. Et ils m'ont dit, écoutez, vous faites une migraine avec Cora, prenez un ibuprofène, on vous envoie SOS médecin. Et je sais que je n'ai pas parlé à un médecin régulateur du SAMU, j'ai juste eu un opérateur du SAMU au téléphone. Et surtout, il ne faut pas prendre d'ibuprofène, pas du tout. Et quand on fait un AVC, il ne faut surtout pas prendre d'ibuprofène. Non, parce que si c'est un AVC hémorragique, ça peut être gravissime. Ouais. Et évidemment, j'ai pris l'ibuprofène. Et quand mon père est arrivé, que je lui ai dit, et il m'a dit non mais en fait, non, il ne fallait pas le faire. Et je me rappelle avoir été capable de lui dire, oui, alors, t'es sympa, mais moi, je suis prof d'art plastique. Alors, si on me dit tu prends l'ibuprofène, moi, je prends l'ibuprofène. J'aurais fait comme toi, je vais te le dire tout voilà. de suite. Je sais pas. Moi, surtout si c'est le SAMU qui me le dit. Tu envoies souvent, toi, Bertrand, des témoignages comme ça. Comment arrivent les gens chez toi ? Dans quel état ? Ils ont perdu connaissance ? Ils sont comment ? Juste un mot là-dessus. Il y a une erreur. On sent bien que le diagnostic n'a pas été fait. Le système, il fonctionne globalement très bien. Je le souligne parce que le travail du SAMU des régulateurs, c'est grâce à eux qu'on arrive à prendre en charge rapidement les patients. C'est pas parfait, il y a des erreurs. C'est une erreur très clairement là. Mais voilà, je voulais juste donner un tout petit peu... Oui, mais après, Bertrand, je vais juste préciser quelque chose. C'est que moi, c'était en 2018. Et en fait, à l'époque, les ARM n'étaient pas formés. La formation, elle a commencé... Les ARM, ce sont les opérateurs voilà, du les opérateurs du SAMU. Elle a commencé en janvier 2019. Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé, suite à l'affaire Naomi Moussanga, a dit on
va former les opérateurs bien. du SAMU. Donc moi, je sais que c'est une erreur qui est due à une chaîne de défaillance et j'en veux pas du tout à la personne que j'ai eu au bout du fil. Je vois pas comment je peux la blâmer si elle n'avait pas été formée au départ. Bertrand, on a besoin du SAMU, il sauve des vies tous les jours, c'est ce que tu dis. Enfin, Oui. Oui, c'est un maillon essentiel, ils font un travail remarquable. Voilà, il faut former les bonnes personnes, toute la chaîne, parce qu'en fait, ce n'est pas juste un docteur du SAMU qui régule ou qui va même directement sur site récupérer la victime. Pour répondre à ta question, les gens, quand ils arrivent, soit ils arrivent sur les formes les plus graves, ils sont dans le coma, donc ils ne peuvent plus parler, ils sont complètement endormis. d'accord. Soit ils arrivent, ils sont paralysés. Alors, ce qui est dramatique, c'est de temps en temps, ils ne s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire qu'on peut être paralysé d'un côté et ne même pas s'en rendre compte. Un terme qu'on avait déjà entendu avec Chirac, d'anosognosie. En fait, ils n'ont pas conscience d'être déficitaires, ce qui pose problème, parce que c'est les gens, ils tombent, ils ne savent pas pourquoi. Et s'ils sont tout seuls, on prend énormément de retard. Si à leur conjoint, un proche, le diagnostic va être fait, mais globalement, la paralysie d'un côté, le coma, le trouble du langage, on témoigne Margot, ça, c'est les formes les plus fréquentes d'accidents vasculaires. Ouais. C'est ce que j'ai compris en préparant cette émission et en t'entendant Bertrand, c'est que la rapidité de la réponse, c'est l'une des clés de la capacité à bien soigner un AVC. Oui, parce que comme on l'a expliqué rapidement, l'AVC, la plupart du temps, pas toujours, mais la forme la plus fréquente, c'est une artère qui se bouche. Donc mécaniquement, il faut essayer de la déboucher le plus vite possible. Et on a des traitements extrêmement efficaces, mais surtout quand ils sont utilisés très tôt. Et donc, il faut aller très vite. Il n'y a pas énormément de situations en médecine où il faut aller aussi vite. C'est une des situations en médecine où vraiment le temps compte. L'arrêt cardiaque. Oui, je pensais à ça. Bien sûr. Là aussi, le rôle de tous les citoyens, de se former aux samaritains, d'être sur des applis connectées pour pouvoir réanimer, etc. La formation à ça. La méningite bactérienne, des infections très particulières où là, il faut être extrêmement rapide pour traiter l'infection. Et l'AVC. L'AVC, l'infarctus du myocarde, tout ça, il faut aller très, très vite. C'est là où c'est important de communiquer auprès de la population générale. Parce que là, c'est le papa de Margot qui est pharmacien. Mais si les gens sont informés des symptômes, de qu'est-ce qui ressemble à un accident vasculaire cérébral, à ce moment-là, quand ils vont avoir le 15 au téléphone, ils vont pouvoir apporter des éléments de contexte qui vont orienter rapidement la prise en charge. Quelles séquelles tu portes encore aujourd'hui, Margot? Tu en as parlé dans la vidéo, je veux bien que tu nous réexpliques. Alors, je suis aphasique, donc c'est quoi, un trouble du langage. En plus, moi, j'ai un trouble de la parole, donc j'ai une apraxie du discours et de la dysarthrie. Je suis très fatigable, j'ai une immense fatigue neurologique. J'ai des douleurs neuropathiques au pied droit, j'ai des troubles cognitifs associés, j'ai un manque de sensibilité dans le côté droit de mon corps. Voilà, j'ai comme ça une douzaine de séquelles cumulées, tout invisibles. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Pourquoi est-ce que tu as choisi de prendre la parole, Margot? Pourquoi tu as choisi d'en parler, y compris aujourd'hui? Au départ, quand j'ai décidé d'en parler, c'était quelque chose qui devait rester confidentiel. C'était pour mon bébé parce qu'en fait, j'ai disparu de sa vie pendant l'équivalent de 6 mois. Et je voulais lui expliquer pourquoi j'étais partie. Et donc, je m'étais dit, comme je ne peux pas écrire, je vais lui dessiner. Et donc, j'avais commencé à lui raconter mon histoire. Et en parallèle de ça, j'avais commencé à le publier sur les réseaux sociaux. Mais ça devait rester un truc vraiment confidentiel pour ma famille, mes amis, mes collègues. Et puis, en fait, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, j'étais la première personne à parler ouvertement de l'AVC chez les jeunes sur les réseaux, en ne publiant pas de photos et en versant pas dans le misérabilisme, en faisant plutôt de la pédagogie. Et beaucoup de gens se sont reconnus dans mon histoire. Et ce truc qui devait rester confidentiel a pris une ampleur. Et je me suis dit, oui, mais moi, en fait, je veux témoigner. Je veux pas que d'autres personnes vivent ce que j'ai vécu. Donc, le fait qu'on m'ait pas considéré, qu'on n'ait pas compris que j'étais en train d'avoir un AVC, que le SAMU ne m'ait pas cru, que SOS Médecins ne m'ait pas cru, et qu'en fait, je dois le fait d'avoir pu être transportée au CHU parce que mon père était là. Et de fait, on ne saura jamais si c'est pour ça que j'ai autant de séquelles. Mais moi, je n'ai pas envie que d'autres personnes vivent ce que moi, j'ai vécu. Beaucoup de témoignages dans le chat rejoignent le tien, en tout cas parlent d'AVC, d'expériences d'AVC chez des proches, etc. On le disait tout à l'heure, et tu en parlais, Denis, l'importance de parler au public de l'AVC, parce que c'est aussi quelque chose d'évitable, l'AVC. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris en préparant cette émission grâce à vous. On peut éviter l'AVC, notamment si on est bien informé, c'est ça? En fait, 80% des AVC, on peut les éviter. Donc c'est énorme, en fait. C'est vraiment une maladie sur laquelle on peut agir. C'est pas une fatalité. Être renversé dans la rue, c'est pas de chance. Il y a des choses qu'on peut pas éviter. Ça, on peut travailler dessus. Et en fait, c'est le rôle de tout le monde. Connaître les signes de l'AVC,
voyez, un blocage du langage, une faiblesse, un engourdissement d'un côté du corps, une perte de vision que d'un côté, on en reparlera, mais ces signes-là, en fait, il faut les connaître. Je me souviens d'une histoire comme ça où une dame est en train de prendre un thé, etc. Et d'un coup, elle n'arrive plus à prendre sa cuillère. Et puis ça dure 10 minutes. Et puis elle ne s'inquiète pas. Mais si la personne en face, elle sait que de perdre la force comme ça, brutalement, sur la bras, c'est un signe d'AVC, que c'est une urgence, qu'il y a un risque qu'elle devienne complètement paralysée dans les prochaines heures, qu'elle appelle au secours, on a un vrai rôle. Donc oui, on peut l'éviter en connaissant les signes et en connaissant les facteurs qui le provoquent. C'est quoi les handicaps qui peuvent apparaître suite à un AVC? Les différents. Margot en a cité certains, y en a-t-il d'autres? Il y a plusieurs types de handicaps. Il y a les handicaps qui vont être visibles, donc des problèmes moteurs, des problèmes de langage, des problèmes de vision. Et puis il y a souvent les patients, ils se plaignent aussi de handicaps invisibles, donc qui vont vraiment avoir un impact important sur la vie des patients, même quand on a l'impression qu'ils ont récupéré. C'est, comme le disait Margot, des problèmes d'attention, des problèmes de concentration, des problèmes de sommeil, Problèmes de santé mentale aussi, des douleurs neuropathiques, etc. Et ça, c'est vraiment des choses qui ont un effet énorme sur la vie des patients et des fois qui vont, alors que de manière générale, on a l'impression que le patient va mieux, qui vont l'empêcher d'avoir une vie normale, de reprendre une vie active, normale, entre guillemets. Ça, c'est un point important parce que, vous voyez, quand on a le bras paralysé, quand on a du mal à parler, les gens le voient, vous plaignent, sont bienveillants, compatissants. Le handicap invisible, ils ne se rendent pas compte. Et donc, c'est un peu la double peine pour le patient parce qu'il a récupéré, il arrive à parler, à marcher, mais en fait, il n'arrive plus du tout à faire du multitâche, il n'arrive plus du tout à réfléchir comme avant, à programmer comme avant. Donc, pour peu qu'il ait un travail intellectuel, etc., il va être extrêmement handicapé et les autres ne s'en rendent pas compte. Et donc, tu dis, bon, pourquoi tu es toujours fatigué, pourquoi tu ne viens pas, pourquoi tu... Il y a le fait un effort, ce qui est terrible, le fait un effort. M'en parle pas. Mais c'est une pathologie aiguë, parce qu'on parle souvent de la phase aiguë des AVC, mais c'est une pathologie qui est chronique, parce que quand on survit d'un AVC, eh bien, tous ces déficits, tous ces handicaps, ils sont pour tout le reste de sa vie. Quelqu'un dans le chat te demande si tu peux conduire une voiture. Non, parce que je n'ai pas le permis. J'étais en train de le passer au moment où j'ai eu mon AVC, mais aujourd'hui, je sais que j'en suis pas capable. Trop de troubles attentionnels, je serais un danger pour moi-même et pour les autres. Par contre, je fais du vélo. D'accord, tu fais du vélo? Oui. Ok. Mais accompagné. D'accord. À part sur des trajets que je connais par cœur, où je sais les endroits compliqués. Parce que tu peux être désorienté, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Mm. On va essayer de continuer à comprendre un petit peu mieux l'AVC. Qu'est-ce qui se passe physiquement dans le cerveau, dans le vaisseau sanguin? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'expliquer, Bertrand? La forme la plus fréquente, c'est l'artère qui se bouche. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un caillot. En fait, il y a un caillot sanguin, une sorte de petit caillot. Mais on le retire, hein, donc on le voit ça. C'est une sorte de petite boule de sang qui colle. Coagulé. Et qui va boucher. En fait, c'est du sang coagulé qui bouche le tuyau. Okay. Ce caillot-là, il part souvent soit du cœur, soit des artères ici du cou. Et il va aller obstruer une artère dans la tête, la plupart du temps. Et ce petit caillot-là, globalement, il faut imaginer plein de petits globules rouges, une sorte de petite colle rouge qui obstrue le caillot. Et quand vous faites ça, globalement, le sang, les tuyaux, ils apportent l'oxygène aux neurones. S'il n'y a plus d'oxygène, ça meurt. Est-ce que les symptômes sont différents entre les hommes et les femmes? Une question qui est posée par Rachel dans le chat. Les symptômes, une fois que l'AVC a eu lieu, ce sont les mêmes entre les hommes et les femmes. Okay. Après, la cause peut être différente, mais les symptômes vont être les mêmes. Et ce que disait Bertrand tout à l'heure, souvent on dit maladie neurovasculaire. Donc, ce sont les neurones qui meurent, qui vont mourir les plus vite une fois qu'il n'y a plus d'oxygène et de glucose. Je disais tout à l'heure, ils n'ont pas de réserve énergétique, mais il n'y a pas que les neurones dans le cerveau et il n'y a pas que les neurones qui vont mourir. C'est-à-dire que les autres cellules qui servent au fonctionnement, à la communication entre les neurones, les cellules qui forment les vaisseaux, les cellules endothéliales, vont elles aussi mourir. Donc en fait, ce n'est pas juste de sauver les neurones, il faut également sauver l'ensemble de l'architecture, l'ensemble des autres cellules du cerveau. Quels sont les différents types d'AVC qui existent? Je crois qu'il y en a deux, c'est ça? Expliquez-moi. C'est quoi la différence entre les deux types d'AVC, Bertrand? Donc globalement, soit une artère se bouche, ça c'est la forme la plus fréquente, un caillot va boucher l'artère. Ça s'appelle ischémique, infarctus, tout ça, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire artère qui se bouche. Ok.
soit l'artère saigne. En fait, la paroi va se déchirer. Tout à l'heure, on parlait hémorragie, rupture d'anévrisme. C'est une forme d'AVC par saignement. Ça, c'est à peu près 20% des AVC. En fait, l'artère se rompt et saigne. Soit il y a une malformation, soit la tension artérielle trop forte fait claquer une artère. Donc ça, c'est la forme hémorragique, à peu près 20%. C'est quoi les mécanismes qui mènent à un AVC? Alors tu m'as dit donc du coup dans 80% des cas, donc c'est ce fameux caillot. C'est quoi les mécanismes qui font qu'un caillot se forme? Et tu as dit, il se déplace, le caillot? Pourquoi? Alors les mécanismes de formation d'un caillot, c'est des mécanismes liés à la thrombose, c'est-à-dire que naturellement, si on se blesse, on va coaguler pour éviter que le sang s'épanche. Ces mécanismes physiologiques, dans certaines conditions, ils deviennent pathologiques. Et donc les caillots se forment à des endroits où ils ne devraient pas se former. Et donc on sait qu'il y a des facteurs de risque qui favorisent les thromboses, la formation de ces caillots, soit le diabète, soit l'hypertension, l'hypercholestérolémie, s'il y a des plaques d'athérome. Les origines cardiaques, ce sont des gens qui ont des fibrillations auriculaires. Voilà. Donc il y a différentes causes de formation de caillots. Et après, ces caillots migrent par l'architecture vasculaire, vont migrer dans le cerveau. Donc tous les facteurs de risque cardiovasculaire sont des risques de thrombose, l'inflammation entre. Vous imaginez un peu comme la béchamel, pardon Jean. Tu vois, quand tu remues, voilà, si tu remues bien ta béchamel, c'est bon, ça ne fait pas de grumeaux, quoi. Et ben, le sang, si tu ne le remues pas régulièrement, ça caillote. Une des premières causes d'AVC grave, c'est le cœur qui envoie des petits caillots. Le cœur avec l'âge, ou avec certaines maladies, mais avec l'âge uniquement, il va devenir irrégulier. Le rythme du cœur va devenir irrégulier. Si ce rythme devient irrégulier, ça caillote comme la béchamel. Okay. Ça fait un caillot là et il part dans la tête. Une cause extrêmement fréquente d'AVC de gens qui vont par ailleurs très bien. Oui, bien sûr. Tu parlais de facteurs de risque. Il faut qu'on s'arrête un peu dessus, c'est important. Qui sont les populations les plus concernées par l'AVC? Tu l'as dit tout à l'heure, donc tout le monde est concerné par l'AVC. On a souvent dit que c'était le facteur de risque, le vieillissement, et que c'était une maladie des personnes âgées. C'est de moins en moins vrai. C'est clairement l'idée que j'avais en tête avant cette émission. C'est que c'est un truc de vieux, l'AVC. Et en fait, non. Plus on vieillit, c'est un des facteurs de risque, mais il y a des AVC des personnes très jeunes, avec des causes différentes. Donc les facteurs de risque, c'est tous les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc diabète, hypertension, tabac, obésité, enfin tous ces facteurs-là. Ça, c'est des facteurs qui sont plus ou moins modifiables. Puis après, il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables, comme l'âge, bon, ça on ne peut pas faire compte, des malformations artério-veineuses pour les AVC hémorragiques. Voilà. Et puis les femmes ont un risque un peu plus élevé d'accident vasculaire cérébral. Alors justement, j'ai entendu dire qu'il y avait des facteurs de risque spécifiques aux femmes. C'est lesquels? En fait, il y a deux grands types. Il y a la vie hormonale de la femme, la grossesse. On sait que c'est une période à risque et surtout juste après la grossesse. Là, on sait pour des raisons hormonales qu'il y a un risque justement de coagulation. Le sang est un petit peu plus épais à cette période-là. Okay. Et donc favorise le risque d'AVC. Ça, c'est une première cause. La ménopause, en fait, les changements hormonaux sont un risque. Les traitements hormonaux pris sont un risque. Surtout quand les jeunes, elles fument, elles prennent la pilule, qu'elles sont migraineuses. Donc ça, c'est le cocktail idéal pour faire un AVC. Ne jamais, normalement, les gynécologues font attention, mais on voit des patientes comme ça qui fument, qui sont migraineuses, qui ont la pilule. On sait très bien que l'association des trois, c'est 1 + 1 + 1 égale 10 de risque d'AVC. C'est vraiment un risque extrêmement important. Et puis chez les femmes, une particularité, c'est qu'elles vivent un peu plus que l'homme, et donc elles font un peu plus d'arythmie cardiaque, et donc elles sont un peu plus exposées. Donc oui, il y a effectivement des facteurs propres à la femme. Ouais. Et toi, Marco, est-ce que tu avais des facteurs de risque avant ? Non. Et la réponse est non. La réponse est non. J'ai fait exprès de te donner la parole après parce que je savais que la réponse était non. C'est intéressant ça. Oui, alors on peut avoir un AVC si on n'a pas de facteur de risque. En fait, si j'avais un facteur de risque, mais à l'époque je ne le savais pas, le stress. Parce que moi, j'étais ultra stressée. À l'époque, je peux le dire aujourd'hui, j'étais dans une situation de harcèlement avec mon chef d'établissement. Et enfin, je peux le dire parce que je ne lui dois plus rien, mais c'était un con du 8e cercle des enfers. Et le problème, c'est qu'il ne supportait pas que je lui réponde. Donc, on s'était toujours en tension permanente. Et en fait, il avait le don de me stresser. Et j'étais toujours sur le qui-vive. Et voilà. Et donc, j'étais ultra stressée.
Et l'AVC arrivait à un moment où j'étais stressée à cause de ça, puis réunion parents-prof, puis conseil de classe, parce que je suis prof d'art plastique, donc ça veut dire que j'avais 20 classes, donc ça veut dire que j'avais 600 élèves. Donc ça veut dire que j'ai 1800 bulletins à remplir par an. Et voilà. Et donc j'étais dans une phase où j'avais beaucoup de travail. En plus j'avais un bébé, il était petit à cette époque-là. Et voilà, donc mon facteur de risque, potentiellement, c'est le stress. Mais après, pour tous ceux qui ont été cités, non. Moi, j'avais une malformation cardiaque qu'on a découvert au moment de mon AVC. D'accord. Quelqu'un dans le chat demande s'il y a des facteurs génétiques ou héréditaires. C'est possible ou pas ? Alors, il y a quelques facteurs génétiques héréditaires qui ont été identifiés, mais ça augmente le risque, la probabilité de faire un AVC. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, un facteur de risque ou un gène muté qui conduit à un AVC. Donc, c'est dans la pléiade des facteurs de risque. Il y a quelques mutations génétiques qui vont favoriser ces AVC avec des malformations, des maladies des petits vaisseaux, des choses comme ça. C'est pas une maladie génétique, quoi. C'est important parce que de temps en temps, les patients nous disent il y a ma famille, mes enfants, moi j'ai fait un AVC alors, mon enfant il a un risque. Non, c'est pas une maladie génétique. Globalement, pour faire simple, c'est pas génétique. Et souvent, on confond, souvent dans les familles, maladie génétique et puis on parle de maladie familiale. Mais par contre, des habitudes familiales, par exemple le fait de fumer, le mode d'alimentation, sédentaire et tout pas, ça c'est souvent familial. Donc ça peut être des facteurs familiaux mais qui ne sont pas génétiques. Bertrand, est-ce qu'il y a des profils de patients qui t'ont surpris ? Tu t'es dit, tiens, je ne m'attendais pas à recevoir des gens comme ça dans mon service. On est toujours surpris par des patients jeunes, quoi. On dit, globalement, l'âge, on dit à peu près 70, 73 ans, l'âge de survenue. Mais un quart des AVC chez les moins de 65 ans. Donc moi, dans le service que je gère, on règle régulièrement des patients qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui n'ont pas forcément des histoires très particulières. Hein. Donc l'AVC, il ne faut pas se dire ça ne touchera jamais, globalement, un patient de 30, 40 ans. Ça, ce n'est pas vrai. Après, bien sûr, avec l'âge, ça va augmenter. Ça touche même l'enfant. Mais ça reste quand même très rare. L'AVC chez l'enfant, ça existe. Oui, ça existe. Mais ça reste, moins de 1000 cas par an, c'est exceptionnel. Ce qui n'est pas exceptionnel, c'est les jeunes. Et donc vraiment, l'erreur, c'est de se dire l'AVC, c'est jamais pour moi. Déjà, connaître l'AVC, c'est important pour sa famille, pour ses proches, pour ceux qu'on aime, pour un devoir citoyen, d'être capable de pouvoir aider quelqu'un. Et puis autre aussi, parce que ça peut vous toucher, donc autant les connaître, les signes. Tu m'as aussi dit, en préparant cette émission, qu'il peut y avoir des comportements à risque de certains jeunes qui ne vont pas dans leur sens. Oui, chez les jeunes, ce qui est sûr, c'est que cannabis, tabac, clairement, ça, c'est évitable. Il faut, on sait qu'il y a des jeunes qui vont faire un AVC juste parce qu'ils consomment trop de cannabis. Ça, il faut faire extrêmement attention. Toutes les pilules, tout ce qu'on va prendre, ecstasy, etc., ça peut induire des rythmes cardiaques et des troubles du rythme du cœur. Donc, il faut faire attention à ça. Clairement, mon message, c'est faites attention à toutes ces drogues récréatives parce que vraiment, c'est cher payé quand on se retrouve paralysé à cause de ça, Et on en voit encore. Protoxyde d'azote, cocaïne aussi, ça en fait partie. Oui, la cocaïne, sûrement. Le protoxyde d'azote, qui est une épidémie en France, et surtout, abîme la moelle épinière amillénaire. Alors, c'est pas beaucoup plus glorieux que l'AVC, c'est sûr. Ça ne donne pas trop le protoxyde d'azote d'AVC, mais par contre, c'est une très bonne façon de marcher comme un petit vieux, parce que vos nerfs ont été détruits, la moelle épinière a été endommagée. Et c'est une épidémie en France, actuellement. On voit énormément. Moi, j'étais de garde juste après le 31, et là, les urgences de mon hôpital étaient submergées de jeunes qui s'étaient intoxiqués au protoxyde d'azote. Et moi, j'en ai vu plein dans la rue le 1er janvier dans les caniveaux. Ça m'a soufflé. C'est important qu'on entende un médecin nous dire ça. Non, mais on en a besoin, Bertrand. Il ne s'agit pas d'être moralisateur, de dire aux gens quoi faire, mais la prévention, ça fait aussi partie de notre boulot, et voilà. Oui, je pense que c'est important parce que, on part d'une maladie qui vous handicape, Donc, il y a plein de choses chouettes dans la vie. Je ne suis pas sûr que de prendre la coke à chaque soirée soit une très bonne idée, ou du cannabis. Et quand on voit le risque que vous prenez, il faut que les jeunes aient conscience du risque. C'est tout. Comment on reconnaît un AVC ? Je pense que depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui commencent maintenant à comprendre un peu et qui commencent à flipper en se disant « Merde, est-ce que je serais capable de reconnaître si quelqu'un fait un AVC ?» C'est quoi les signes auxquels il faut faire attention chez une personne, chez soi-même d'abord, mais aussi chez les autres ? Globalement, il y a 3 symptômes, signes importants. La perte du langage. Brutalement, ne plus trouver les mots. Ça, c'est pas anodin. Alors, c'est pas le petit trouble du réveil, on n'a pas bien dormi, on a fait une nuit courte, on a du mal un peu à exprimer. Non, c'est exactement ce que dit Margot. C'est brutalement, les mots, ils sortent plus, ils sortent emmêlés, un mot à la place d'un autre.
Ça, c'est très particulier. Ça, c'est un signe d'alerte. Il ne faut pas se dire, bon, je suis juste un peu crevé. Non, non. Si c'est différent d'habitude, si ça dure un petit peu, attention. Ok. L'engourdissement d'un côté du corps. Alors, on dit toujours la paralysie, être hémiplégique. Ça, bien sûr, si vous êtes complètement paralysé, a priori, les gens vont s'affoler. Mais ce n'est pas que ça. De temps en temps, c'est le bras qui lâche. De temps en temps, c'est je suis en train de marcher, puis d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai ma jambe qui lâche. Et puis, j'arrive plus à me porter. J'ai pas mal, j'ai rien, j'ai juste plus de force. Quand la perte de force est que d'un côté du corps, ça, c'est un très bon signe d'AVC. Le langage, la perte de force. Et un autre signe qui est assez méconnu, c'est la perte de la vision. Je me souviens comme ça d'un jeune, en plus, pas très vieux, qui animait une réunion, 10 personnes autour de lui, et d'un coup, il dit, je ne voyais plus la moitié de la pièce. Je me souviens d'un type qui conduisait, et il me dit, mais docteur, à un moment, je ne voyais plus la moitié des plaques. Ça, c'est pas bon, ça. De perdre la vision que d'un côté, à droite ou à gauche, ou que d'un œil, brutalement, ça, c'est pas très bon. Donc, perte de la vision, perte de langage, perte de force, plus ou moins sévère que d'un côté du corps. Ça, c'est des signes d'alerte. Et on peut parler des AIT aussi. Attends, Denis d'abord et Margot après. Ce qui est important, c'est quelque chose qui arrive soudainement, c'est soudain. Ouais. Et puis, comme le dit Margot, c'est les déficits dont a parlé Bertrand, ils peuvent être transitoires. C'est-à-dire que ça peut durer quelques secondes, quelques minutes, et puis on récupère. Ça, c'est quand même un signe d'AVC, ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire. Mais c'est aussi un signe d'alerte. Il faut aussi appeler le 15, il faut aussi consulter très rapidement. On va parler de la réaction juste après. Margot, tu voulais dire quelque chose? Mais juste ce que disait Denis, les AIT, oui, il faut faire gaffe. Moi, je sais que j'en ai fait 4 avant d'avoir mon AVC, et dont 2 qui auraient dû sérieusement me mettre la puce à l'oreille. AIT, donc du coup, redis-nous ce Donc, que c'est. accident ischémique transitoire, Ok. les signes de l'AVC, mais ça se débouche, donc quand on se sent mieux, on croit que c'est fini et ça passe. Voilà. Une alerte, quoi. Oui, Comme la douleur dans la poitrine pour l'attaque cardiaque, avant de faire le gros infarctus, on a la même chose dans le cerveau. Donc finalement, la main lâche, ça dure 3 minutes, puis ça rentre dans l'ordre. Les gens disent, bon, c'est pas grand-chose. oui, c'est ça, c'est passé. Puis ça recommence une fois. Et en fait, c'était une Et alerte. puis je me réveille le lendemain, et là, je suis complètement paralysé. Donc c'est une alerte. Il vaut mieux appeler par excès. Le SAMU, Alors. je reviens encore à eux. D'où ma question. Qu'est-ce que je fais si je constate ces symptômes? Je les ai entendus sur Twitch dans une très bonne émission. Qu'est-ce que je fais si je constate ça chez un proche, chez quelqu'un, chez moi-même? J'appelle le 15. J'appelle le 15. Ou le 112, Ou qui est le 112. SAMU européen. Ou, si on ne peut pas parler, le 114. On peut envoyer un SMS au 114, et eux, c'est des régulateurs qui sont habilités à répondre avec des personnes qui ne peuvent plus parler. D'accord, je ne savais même pas que ça existait. Et moi, j'ai l'appli sur mon téléphone, Urgence 114, que j'ai paramétré au cas où un jour je ferai une crise de mutisme, parce que ça m'arrive, et que j'ai besoin d'appeler les secours pour une raison X ou Y. C'est paramétré en disant, je suis aphasique, il se passe telle situation, j'ai besoin d'appeler les secours. Ok. Donc j'appelle les secours. Donc je dis quoi au régulateur? Est-ce qu'il y a- En fait, souvent, ce n'est pas la personne qui fait l'AVC. Pas toujours, hein, c'est de temps en temps le proche, l'ami, etc. En fait, il faut décrire les symptômes. Ok. Depuis quand ça a commencé? Ça, c'est pour nous très important. Ok. Connaître les médicaments que prend le patient, parce que ça va nous aider, nous, équipe médicale, à prendre en charge en fonction des traitements que prend le patient. Et puis l'adresse. Maintenant, on a des outils assez modernes de géolocalisation. On peut savoir où est le requérant, où est la personne qui appelle, pour savoir où envoyer directement des secours. Mais bien décrire les choses, en fait. Très souvent, les gens ils disent « il fait un malaise ». Voilà, il fait un malaise. Oui, oui. Mais en fait, ce malaise, si vous lui prenez les bras et vous voyez qu'il y a un côté qui lâche, c'est pas un simple malaise. Donc, il faut être bien descriptif. Bon, c'est pas grave de ne pas être médecin, vous n'êtes pas là pour poser un diagnostic, téléphoner et expliquer avec vos mots le mieux possible à la personne ce que vous avez devant les yeux. Et Mais voilà. oui, Répondez vous aux avez questions. vous avez des professionnels, vous avez des gens qui savent faire. Il y a des outils modernes, je vous parle de la géologue, donc ils sont capables de savoir où vous habitez. Ouais. En fait, quand vous les appelez, ils sont même maintenant de plus en plus capables de prendre la main sur votre téléphone pour vous passer en mode visio et vous filmer en même temps et voir ce qui se passe en même temps, si vous êtes d'accord. Mais vous voyez, ils peuvent même, immédiatement au moment de l'appel, prendre un mode visio sur votre téléphone. On peut et passer vous en voir. FaceTime avec le régulateur Ouais, et lui, ça va lui donner plein Ah oui, d'indications. parce Et- que lui, il peut mener un examen clinique à distance, il peut regarder un peu comment est la bouche, comment sont les bras, et rapidement dire, OK, ça ressemble beaucoup à un AVC, je vous envoie d'emblée et je prévois l'ensemble de la prise en charge. Et si on est tout seul, on déverrouille sa porte. C'est pas mal. Ouais. Tu as raison. Oui, vaut mieux. Oui, oui. Et c'est pas évident dans une situation de stress de Bah faire non. tout ce qu'a dit Bertrand. Mais en fait, de bien expliquer, c'est quand même du temps gagné, parce que ça permet aux équipes médicales de se préparer à accueillir le patient. Donc le petit temps perdu au départ, c'est du temps gagné à la fin. Et je rajoute une chose importante, c'est que de temps en temps, les gens, ils disent, ah non, le SAMU, moi j'ai entendu que ça marchait pas, etc. Moi, je prends mon proche et je le dépose à l'hôpital à côté de la maison, comme ça ils vont s'en occuper. Erreur. Ça, c'est très mauvais, ça. Il
faut pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'hôpitaux en France qui ne sont pas équipés d'une structure de prise en charge d'AVC. En fait, une structure de prise en charge, ça s'appelle une unité neurovasculaire. C'est quoi ça, une unité neurovasculaire ? C'est une organisation de l'hôpital qui est capable, dans la demi-heure, de vous faire une prise de sang, un ECG, une IRM, une photographie du cerveau, de voir un spécialiste, d'administrer des traitements immédiatement. Ça, c'est pas partout en France. Donc si vous allez à l'hôpital d'à côté, qui est peut-être très bien, s'il n'a pas de structure d'accueil d'AVC, il va faire quoi ? Il va appeler l'autre hôpital qui, elle, a la structure pour vous transférer secondairement. De temps en temps, on peut avoir de l'aide de l'extérieur, mais globalement, c'est pas bon, quoi. Ça, c'est pas bon. Et deux, ce qui est pas bon, c'est j'essaie d'aller appeler mon médecin traitant pendant des heures, mon cardiologue. Non, c'est pas bon. J'appelle le 15. Eux, ils savent réguler. Ils savent trouver où est la bonne place avec une équipe disponible pour vous prendre en charge. C'est important ce que tu dis. Il y a beaucoup de questions dans le chat qui sont passionnantes. J'ai vu des messages de gens qui disaient qu'on apprend plein de trucs, c'est passionnant. Ça tombe bien, elle est faite pour ça, cette émission. Quelqu'un demandait, est-ce que le fait de faire du sport régulièrement, ça fait baisser les risques d'AVC ? Ça fait baisser les risques cardiovasculaires, donc ça fait baisser les risques d'AVC. C'est bon pour le cœur, quoi. C'est un super médicament, le sport. Ouais. Non, mais Et de prévention. Non, mais t'as raison. Oui, c'est un très très bon médicament. Faites du sport, vraiment. Ça vaut bien mieux que la plupart de nos pilules. Faites du sport régulièrement. Je ne dis pas ça pour arrêter les traitements prescrits par les médecins, mais je dis ça que c'est un très très bon médicament pour tout, pour la tension, pour le sucre, pour le cholestérol, pour l'arythmie. Est-ce qu'il y a des pathologies non dangereuses qui ressemblent beaucoup aux signes ? C'est une question qui est posée dans le chat. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a peur de croire voir un AVC alors qu'en fait c'est autre chose et c'est pas si grave que ça, c'est pas la peine d'appeler le 15. J'ai beaucoup aimé quand tu disais tout à l'heure, vous pouvez pas appeler, enfin c'est pas grave d'appeler par erreur, enfin voilà, vaut mieux appeler pour que finalement ce soit une fausse alerte plutôt que l'inverse. Mais oui, alors, surtout l'histoire de Margot, c'est-à-dire que typiquement, bien sûr, l'AVC c'est quand même plus fréquemment la personne de 70, 75 ans, hypertendue, qui a du diabète, qui a des problèmes de cœur. Ok, mais en fait, pas toujours. Et il y a une grosse proportion de gens beaucoup plus jeunes. Donc se dire finalement, voilà, est-ce que je sais ou pas si je suis en train de faire un AVC, vous n'en savez rien, quoi. Et globalement, faites confiance quand même à un spécialiste. Il va pouvoir vous examiner, vous poser les bonnes questions. Au moindre doute, globalement, il va vous transférer dans une unité où on pourra faire un diagnostic rapide. Mais je crois qu'il ne faut pas se dire, voilà, vous ne remplacerez jamais. Et vous savez, même moi, après 15 ans, voilà, les neurologues qui prendront en charge ça en urgence, on a besoin la plupart du temps d'une imagerie cérébrale. Je ne sais pas faire, moi, la différence, quand j'examine, etc., forcément, entre réellement un AVC et puis ce qui ressemble à un AVC. On appelle ça les mimiques. Ça ressemble à un AVC, mais ce n'est pas un AVC. Mais globalement, ça, c'est des courts-circuits électriques comme l'épilepsie, la migraine, dans certains cas. Mais ça, moi, je suis incapable de le savoir. J'ai besoin de mettre mon patient dans une imagerie, faire un scanner ou une IRM, et là, je saurai si oui ou non il fait un AVC. Margot, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais, rétrospectivement, t'aurais fait différemment au moment le plus aigu de l'AVC ? J'ai l'impression du témoignage que tu as fait que tu as tout bien fait. Non, j'ai pas tout bien fait parce que quand même, comme je suis une femme, j'ai pensé qu'il fallait quand même que je me douche avant d'aller à l'hôpital parce que j'avais pas envie d'arriver avec mon petit pyjama avec des cœurs. J'ai pris une douche. J'ai pas passé une demi-heure, mais j'ai quand même perdu 5-10 minutes. Bon, après, j'ai eu le SAMU, heureusement qu'il n'y avait pas la visio, parce que j'étais en train de me sécher quand je les ai eu au téléphone. Mais voilà, j'ai perdu un peu de temps. Et surtout que j'ai pas... Quand ça m'est arrivé, comme c'est arrivé à mon petit frère 4 ans avant, j'ai eu du mal à y croire, en fait. Je me suis dit, non, mais en fait, la foudre ne tombe pas 2 fois au même endroit. Et ça m'a induit en erreur. Pourtant, j'avais bien conscience que j'étais en train d'avoir un AVC, mais je n'ai pas voulu y croire. Mais après, d'avoir essayé de trouver comment faire garder mon fils, mais ça, je pense que n'importe quel parent se pose la question et va perdre le temps imparti. Mais si on rationalise, moi, je n'ai pas perdu de temps tant que ça. C'est plutôt la chaîne des secours qui a perdu beaucoup de temps. Ils ont été beaucoup plus lents que moi à comprendre ce qui se passait. C'est ce que tu expliquais, effectivement. Tu aurais des conseils à donner aux personnes tu as parlé de déverrouiller sa porte, ça fait partie des conseils. Hein. Oui, voilà, oui, c'est une neurologue qui me l'avait raconté. Et finalement, je m'étais dit, mais quelle logique, pourquoi j'y ai pas pensé. Et oui, non, mais surtout, c'est se faire confiance. C'est-à-dire que si on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, qui n'est pas habituel, véritablement appeler le 15. Moi, même s'ils ont foiré mon cas, moi, je continue à dire qu'il faut appeler le 15 et que je leur fais vraiment 100% confiance. Et voilà, je me dis que c'est la seule solution. Il vaut mieux les appeler pour rien que vivre une situation d'errance médicale comme ça pendant plusieurs heures. Et si jamais on a des AIT, de quand même considérer que c'est un truc pas normal. Voilà. Ok.
Il y a quelqu'un qui demande, oui, il y a quelqu'un qui dit la question de la garde d'enfants, c'est important. Une femme seule qui n'a pas de proches, à qui confie ses enfants, comment elle fait? Enfin bon, disons que ça devient le problème du SAMU. Effectivement, si le SAMU ils arrive, quelqu'un est inconscient, il y a un enfant qui est là, ils le gèrent, c'est un métier, ils savent faire. Ils se font en lien avec la police, avec les services sociaux, et tout ça peut être très transitoire le temps qu'un proche arrive et tout. Ça ne doit pas vous empêcher d'appeler le 15 si vous sentez que vous avez des symptômes. Le plus important, c'est les enfants, mais on a des situations avec des animaux domestiques, par exemple. Oui. Mais les gens sont en stress, quoi. Oui. Quand ils doivent partir et qu'ils ont leur chien. Voilà. Ça, en fait, ils savent faire. Ouais. Ils sont en lien avec la police, etc. Ils savent trouver les structures adaptées pour des accueils dans ces situations où vraiment la personne est extrêmement isolée. Ils savent faire. On va parler de la prise en charge. On va parler de la prise en charge de l'AVC. Racontez-moi un petit peu, Bertrand et Denis, c'est quoi la prise en charge typique? Le moment le plus aigu. Tu disais, voilà, le patient arrive, tu as quelques informations, pas beaucoup plus. Tu fais quoi? Tu as parlé de quelques examens, électrocardiogramme, IRM, etc. Vous faites quoi? En fait, on fait une imagerie du cerveau. Ok. Soit un scanner, soit une IRM. Globalement, c'est une photographie de votre cerveau, extrêmement rapide, où on va regarder le cerveau, les tuyaux, les artères du cerveau, et on va faire le diagnostic. Est-ce qu'on voit le caillot? Oui. Ok. On voit le caillot, on voit tout. En plus, en France, on est extrêmement bien équipé en IRM cérébral. Donc ça va très vite, ça dure quelques minutes, et vous voyez parfaitement le cerveau, parfaitement les artères. Donc c'est un niveau de précision qui est remarquable. Ok. Donc ça, c'est le plus important. Rapidement, souvent, on essaie de faire une prise de sang. Voilà. Mais tout le reste, on va très vite. Ça, c'est pour les diagnostics les plus sévères, parce que plein de gens ne vont pas se reconnaître dans cette prise en charge aiguë, les premières heures. En fait, très souvent, l'AVC, il est suivi la veille, et puis la personne n'a pas consulté, puis le lendemain, elle dit, quand même, j'arrive toujours pas à marcher. Et donc, elle va aller à l'hôpital, voir son médecin, l'adresser à l'hôpital. On va faire un diagnostic, on va mettre en place des traitements. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même temporalité que l'urgence, qui est brutalement, je suis paralysé d'un côté où j'arrive plus à parler, où là, c'est la séquence alerte thrombolyse, alerte AVC. C'est des protocoles de soins partout en France, en fait, dans les hôpitaux spécialisés, où globalement, le patient, il arrive sur un brancard, on le prend, on le met dans la machine d'imagerie, on regarde ce qui se passe. Et là, on va décider qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça dépend du type d'AVC. Ok. Donc c'est simple, hein, c'est un peu de la plomberie, entre guillemets, moderne, mais globalement, soit l'artère est bouchée, et elle est accessible pour la déboucher, on va la déboucher au plus vite. Comment on débouche une artère dans le cerveau? Excuse-moi, mais ça me paraît de la science-fiction. Je suis très admiratif. Comment vous faites? On en reparlera peut-être un petit peu à la fin sur la recherche. On en parlera, oui. Il y a plusieurs lignes de traitement, mais quand l'artère elle est bouchée, on va chercher à la déboucher. Globalement, on a deux armes. Soit on a un desktop, on va injecter un produit dans la veine directement, qui va permettre d'aller dissoudre le caillot, mais ça fonctionne sur des petits caillots. Donc ça, c'est une sorte... Et c'est très malin, mais Denis en parlera mieux que moi, très malin sur la façon dont ça a été pensé, ce desktop. C'est pas juste un desktop qu'on injecte. En fait, sur la biologie, d'où l'intérêt de la recherche, la façon dont ça a été créé, tu veux peut-être en dire deux mots? Vas-y, j'expliquerai. En fait, globalement, si on injecte le desktop direct, ça ne marche pas. En fait, on a injecté un précurseur du desktop qui peut circuler dans le sang, se coller sur le caillot, et là, le desktop se forme sur le caillot, pour faire simple. Mais c'est très malin en termes de biologie. C'est pas juste... Donc ça, c'est la première ligne de traitement. Okay. Et la deuxième, et ça, c'est la révolution que nous, on a connue depuis environ 10 ans, c'est que maintenant, comme les cardiologues, en urgence, on monte des petits fils, on pique ici, on monte un fil directement dans le cerveau, et on va récupérer le caillot. Attends. Tu piques dans la cuisse, tu fais remonter à travers tout le circuit sanguin un fil, un câble. Un petit fil, un petit cathéter. Un cathéter, pour aller jusque dans le cerveau, récupérer un caillot. En fait, on fait ça pour les coronaires. Vous bouchez une coronaire, votre cardiologue, il va piquer ici, il va monter une sonde qui va aller dans votre cœur, et il va aller déboucher, globalement, mettre un petit grillage pour ouvrir l'artère du... Ça, c'est dans le cœur. Ça, on le connaît depuis les années 90. Dans le cerveau, voilà. C'est ce qu'on appelle la thrombectomie, c'est ça le nom? Thrombectomie, oui. C'est un mot un peu barbare. Ectomie, je retire le thrombus, le caillot. Ok. Et ça, c'est très impressionnant. On le voit à l'image actuellement, cette technologie. Bon, là, vous voyez que le bout du fil. Mais je ne savais pas que le truc, tu pouvais le piquer dans la cuisse et remonter jusqu'au cerveau. Moi, je me disais, on ouvre le crâne, j'en sais rien. Enfin, encore une fois, j'y connais rien. Mais on a tout essayé dans la recherche pour arriver à démontrer ça. Mais... En fait, il y a eu, comme toujours, la recherche a permis d'avoir des outils qui permettent de naviguer, d'aller dans les artères sans tout casser. En fait, c'est très amusant. Comment on a abouti à ça? C'est qu'on avait des dispositifs pour réparer les anévrismes. Là, on est dans les années 90. C'est en Italie, un des premiers cas. Un anévrisme, c'est quoi? Un anévrisme, c'est une boursouflure. Okay. C'est globalement une artère du cerveau qui est mal formée, où il y a une boule dessus. D'accord. Okay. Si on n'enlève pas cette boule, si on n'essaie pas de la sécuriser, c'est-à-dire on essaie de retirer la boule de cette artère, ça va saigner, ça va faire une rupture d'anévrisme. Et en fait, un des premiers cas, c'est que le radiologue spécialisé, il a voulu traiter cette boule,
Et en fait, en traitant cette anomalie, il était dans les tuyaux, il y a un caillot qui est parti. Et en fait, le matériel qu'il utilisait pour soigner cet anévrisme, c'est une sorte de grillage qu'on vient de voir à l'écran. Et il s'est dit, ce grillage-là, je vais aller essayer de capturer le caillot qui est parti. Mais ça se faisait jamais, c'était même interdit en termes de formation. Incroyable, c'est quasiment par hasard qu'il s'est dit je peux utiliser le truc pour choper le caillot. Exactement. Et ce petit grillage-là, il s'est dit attends, mon patient-là, si je lui débouche pas l'artère, il va finir hémiplégique, quoi. Et donc, il a utilisé son grillage, il l'a poussé un peu plus loin, et il s'est vu que ce grillage-là, il collait au caillot et qu'il pouvait retirer tout doucement dessus et retirer le caillot. Et ça a été la première thrombectomie. Et après, le matériel s'est énormément amélioré. Les industriels ont développé des petits grillages qui sont finalement atraumatiques, qui évite de tout arracher, parce que les premiers, globalement, vous tiriez sur le grillage, vous arrachez l'artère. Donc ça perforait les tuyaux, donc c'était pas possible. Donc il y a eu énormément d'avancées techniques dans les années 2000-2010 pour aboutir à ce type de matériel qui maintenant navigue extrêmement bien. On arrive à les manipuler dans des artères qui font quelques millimètres pour déboucher les artères. Et c'est là où c'est important d'avoir l'imagerie scanner ou IRM, parce qu'on peut savoir s'il y a un caillot, on peut savoir où il est localisé. Oui, parce que pendant que tu fais tout ça, tu vois en direct à l'image. Si tu es dans la bonne artère, au bon endroit, et le caillot, tu le vois toujours, c'est incroyable. Si le caillot il n'est pas trop profond dans le cerveau, on peut faire cet acte de thrombectomie. Et s'il est trop profond, là, on injecte plutôt le desktop. Et souvent, on fait un peu les deux, on met le desktop et après la thrombectomie. Alors, reparle-nous de ce desktop, Denis. J'ai encore oublié le nom de ce... C'est un thrombolytique. Donc, c'est une molécule qu'on a naturellement dans la circulation. Donc, nos cellules des vaisseaux, les cellules endothéliales, ils fabriquent ce desktop. Et s'il y a un petit caillot qui se crée, il y a une augmentation de la pression artérielle. Et les cellules endothéliales vont libérer ce desktop et ça va liser le caillot. Donc, c'est la même molécule, mais qui est dans un flacon, qu'on va injecter au patient. Et donc, on va en injecter en 2 fois pour que ce desktop, il aille à l'endroit où il y a le caillot. Et à l'endroit où il y a le caillot, il va aller activer une autre enzyme qu'on appelle une protéase. Une protéase, c'est une molécule qui coupe d'autres molécules. Il va couper le caillot en petits morceaux et ça va permettre de recanaliser, faire que le sang repasse. Et une fois que le sang est repassé, ça apporte à nouveau de l'oxygène, du glucose, et donc les neurones qui étaient en souffrance vont survivre. Est-ce qu'il y a d'autres... On est toujours dans la phase aiguë, là, on parlera de la phase chronique après. Est-ce qu'il y a d'autres techniques qui existent? Le desktop, le fait d'aller chercher le caillot directement? Non, ça c'est les traitements de la phase aiguë. Pour les AVC ischémiques, quand on a un caillot, quand c'est les AVC hémorragiques, donc on ne peut surtout pas faire ces traitements-là, parce qu'on augmente le risque d'hémorragie. Et c'est souvent un acte chirurgical ou aller emboliser l'anévrisme pour les AVC hémorragiques. Et pour les AVC ischémiques à la phase aiguë, c'est ce traitement-là. Puis après, il y a des traitements à la phase aiguë, post-aiguë, pour éviter qu'un nouveau caillot se forme. Mais ça, c'est un petit peu à distance. Donc là, c'est plus de la prévention secondaire pour éviter qu'il y ait un autre AVC. Il y a quelqu'un qui demande quel est le vrai nom du médicament qu'on appelle le desktop. Ouais, désolé, là on fait de la vulgarisation, on utilise le mot desktop. La molécule, son nom scientifique, c'est l'activateur tissulaire du plasminogène. Et le médicament, le nom du médicament, c'est Alteplase ou Actilise. Ça fait vachement plus sérieux que desktop. Tout le monde a compris avec desktop. Non, mais au moins, ça a le mérite de la pédagogie, on a tous compris. Si on a du desktop à la maison, il ne faut surtout pas s'injecter du desktop dans le cerveau. Boire du desktop. Ne faites pas ça. Ça marche pas. Par pitié, ne faites pas ça. Je me tourne vers toi, Margot. Est-ce que toi, tu sais ce que tu as reçu comme traitement Rien du tout. Pendant la phase aiguë, quand tu es arrivé à l'hôpital? Rien du tout, puisque moi, on avait dépassé les délais. Moi, j'étais hors délai. Donc, moi, j'ai pas. Alors, ça, il faut que vous m'expliquiez. Pardon, ça veut dire quoi? Alors, à l'époque, on devait administrer les traitements sous 4 heures. Ok. Voilà. Aujourd'hui, on peut monter à 6, 8. Des fois, dans certains cas, j'ai appris 24 heures. Moi, 4 heures, on m'avait dit non. Donc, moi j'ai été placée en soins intensifs. J'ai été monitorée, on m'a surveillée. Et on a fait un truc qui, je sais, a été mis en place au CHU de Bordeaux. En fait, j'étais allongée et ma tête était légèrement inclinée de 10% pour que le sang circule. Et voilà, j'ai été sous surveillance comme ça, toutes les demi-heures. Il y avait quelqu'un qui venait prendre mes constantes pour voir si je survivais. Mais j'ai pas eu les traitements d'urgence. Ok. C'est quoi cette histoire de délai? Il y a un moment où c'est trop tard, on peut plus agir? En fait, c'est une balance. Le cerveau, c'est fragile.
Ouais. Je dis ça parce que je suis neurologue, donc je défends mon organe, mais globalement, ça saigne. On pourrait se dire, mais on va tous les traiter. Au pire, ça ne marchera pas. Le problème, c'est que c'est pas au pire, ça ne marche pas. C'est qu'au pire, on va tuer le patient. Au pire, on va l'aggraver, en fait. D'accord. Parce que ces traitements dont on parle là peuvent faire saigner aussi. Et donc, si vous avez une artère qui est bouchée et qu'en plus, je fais saigner le cerveau, c'est sûr que là, pour le coup, vous avez tout perdu. Donc, nous, notre rôle, quand même, c'est de savoir s'il y a une indication. Et c'est surtout la balance, comme toujours, bénéfice-risque, quoi. Quel est l'intérêt? Toutes ces procédures, que ce soit le desktop, là, l'actilyse, le médicament, ou même la thrombectomie, c'est pas sans risque. La thrombectomie, c'est à peu près 7% de complications graves. Donc, vous voyez, de dire avec tout le monde, on va monter des petites sondes pour aller déboucher des artères, alors que l'artère, c'est un tout petit caillot qui est très loin, on va prendre un maximum de risques. Donc, les traitements ne sont pas sans risque. Ça, c'est des traitements hyper aigus. Et ça, c'est des décisions que tu dois prendre en très peu de temps, je suppose. Oui. Mais, par exemple, moi, je prends souvent un exemple aux étudiants. Si tu as un tuyau d'arrosage dans ton jardin que tu laisses sur le gazon tout l'été, ça, c'est l'artère. Et si tu n'utilises pas ton tuyau d'arrosage et qu'il y a du soleil, etc., il va se fissurer parce que là, il est en souffrance. Et quand tu remets la pression dans le tuyau, tu as des risques de fuite plus importants. C'est exactement pareil pour les accidents vasculaires cérébraux. Au moment où le vaisseau est bouché, les cellules des vaisseaux ils souffrent. Et quand tu remets la pression, tu as un risque de le faire éclater, de faire une hémorragie. Et on a déterminé que le temps auquel le bénéfice est supérieur au risque, c'était 4h30. Alors maintenant, on peut faire un petit peu plus longtemps, puisqu'on a des indicateurs avec l'imagerie de souffrance. Voilà. Et le neurologue peut à ce moment-là décider de traiter un patient même plus longtemps après l'apparition des symptômes. Moi, comme j'ai eu les premiers signaux de réveil, en fait, on ne sait pas à quel moment il est arrivé. Est-ce que j'ai commencé à le faire dans la nuit? Est-ce qu'il est arrivé... Voilà, moi, j'ai la sensation que quand je me suis réveillée, j'étais bien. D'où l'importance que tu disais tout à l'heure, quand on appelle le SAMU, de bien dire à partir de quand est-ce qu'on a constaté le truc. Mais quand on ne sait pas, effectivement, comment on fait. Moi, dans mon fort intérieur, j'ai l'impression qu'il a commencé à peu près 20 minutes après mon lever. Mais voilà, donc on n'a pas pris de risque. C'est une très bonne remarque. En fait, on dit c'est 4 heures, c'est 5 heures. En fait, on peut aller même jusqu'à 24 heures. Mais pour ça, on a besoin que la personne arrive dans un centre qui a l'habitude, qui sait faire de l'imagerie du cerveau assez avancée, et on va pouvoir savoir quel patient va répondre au traitement. Et ça, jusqu'à 24 heures. Un tiers des AVC, on n'a pas l'heure du début. Un tiers des AVC, globalement, je rentre à la maison et je vois mon ami qui est par terre, qui est hémiplégique. Je l'ai quitté le matin en partant bosser. Et là, qu'est-ce que je fais maintenant? Il est par terre. Combien de temps il est par terre. C'est pas grave, c'est une urgence. Parce qu'on peut les soigner, ces gens. Ça sera un des éléments de la recherche important. C'est trouver des biomarqueurs sanguins qui permettent, comme carbone 14 dans les momies, de dater le début de l'événement. Et donc, si on est capable d'avoir ces biomarqueurs qu'on n'a pas actuellement, quand le patient il arrive à l'hôpital, on pourra dire il a eu son AVC il y a 5 heures, 6 heures, et donc prendre une décision. Et tu me disais qu'il y a des chercheurs qui bossent là-dessus, et spécifiquement là-dessus. Il y a plein de chercheurs qui bossent là-dessus. C'est peut-être même ce domaine-là où il y a le plus de recherche, trouver un biomarqueur à la fois qui permettrait de s'affranchir de l'imagerie, parce qu'il n'y a pas non plus des imageurs partout, et de dater l'événement, de savoir si le patient il va répondre au traitement. Ça, c'est ce qu'on appelle des biomarqueurs pour trier les patients et donner la bonne indication. C'est pas la première fois dans l'émission de Checkpoint qu'on parle de biomarqueurs. Ça a l'air effectivement d'être un champ de recherche pour beaucoup de pathologies, parce que ça aiderait énormément de monde si on réussissait effectivement à mettre la main sur ces indicateurs qui nous permettraient d'agir beaucoup plus rapidement. Parlons de la suite. Après ce traitement aigu, comment ça se passe? À partir de combien de temps est-ce qu'un patient, une patiente peut rentrer chez elle? Quel type de... Je dois faire une drôle de tête, Denis. Non, je ne sais pas. Quel type de suivi ensuite, de prise en charge chronique est-ce qu'il y a? Ça dépend, je sais pas. Oui, ça dépend du type d'AVC, de la gravité. Ouais, une alerte d'AVC, quasiment, c'est de l'ambulatoire. On va vous faire tous les examens dans la journée, vous les sortir le soir. L'ambulatoire, tu peux te Ambulatoire, c'est je ne dors pas à l'hôpital. Je viens faire mes examens, donc ça reste une urgence. Il y a des structures, des cliniques pour ces signes d'alerte qui sont déployés un peu en France et qui permettent comme ça, dans la journée, de vous faire une imagerie du cerveau, du cœur, une prise de sang et déjà d'orienter. Donc pas forcément besoin, mais ça c'est le cas extrême où il y a eu juste une alerte. Et la plupart du temps, 80% des cas, après notre bilan, on est capable de les faire sortir. Je vois qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui reviennent sur ce que tu as dit tout à l'heure, en disant qu'en gros, mieux l'hôpital est équipé, plus il va être en mesure de faire des interventions tardivement suite à un AVC.
C'est une mesure un peu arbitraire, mais ça dit quelque chose quand même du niveau d'équipement des hôpitaux, du fait qu'on est parfois inégaux face au traitement de l'AVC, peut-être en France. C'est vrai pour l'AVC parce que c'est une urgence de traitement, mais c'est vrai pour d'autres pathologies. Il y a des hôpitaux plus ou moins bien formés, on ne peut pas être parfaitement homogène partout. Il y a un vrai travail en France, et ça depuis les années 2010, maintenant, d'avoir quand même des unités spécialisées, même le terme unité neurovasculaire, ça veut dire une organisation de soins, un service spécialisé, des neurologues spécialisés, des radiologues, c'est une chaîne de soins en fait, des orthophonistes spécialisés, des kinés spécialisés, tous ces gens-là sont concentrés dans des endroits pour permettre la prise en charge optimale. Donc ça existe, mais oui, il le faut. Maintenant, on a des outils modernes, on fait de la télémédecine aussi. Donc même si votre hôpital d'emblée n'a pas toutes les personnes sur place, il travaille avec des spécialistes qui, eux, ont la compétence, qui sont connectés et qui peuvent apporter l'expérience. Par contre, ça c'est vrai on peut faire l'imagerie, on peut faire le traitement intraveineux ou intra-artériel avec le desktop, entre guillemets. Par contre, l'acte endovasculaire, on part de l'aine et on remonte dans le cerveau, ça, c'est pas dans toutes les structures hospitalières. Là, il faut vraiment des structures spécialisées avec des radiologues interventionnels. On va parler des séquelles. On va parler des séquelles qui suivent donc cette phase très aiguë de traitement. On va regarder une vidéo de toi, Denis, dans laquelle tu témoignes pour parler précisément... Enfin, tu témoignes pas, pardon, mais tu nous parles du sujet des séquelles après un AVC. On revient tout de suite après en plateau. Les accidents vasculaires cérébraux, c'est une pathologie neurologique qui va conduire à une perte du tissu cérébral et à des déficits neurologiques importants. Mais les conséquences de l'AVC sont des conséquences à long terme avec des handicaps physiques qui peuvent durer des années ou toute la vie, que ce soit des handicaps moteurs, des problèmes de sommeil, des problèmes de concentration et des problèmes de reprise d'une vie normale et en particulier d'une vie active. C'est quelque chose qui augmente chaque année et on sait que la progression va durer, de par le vieillissement de la population et par le fait qu'un certain nombre de consommations, un certain nombre de façons de vivre augmentent également le nombre d'AVC chez les jeunes. Il y a deux types d'accidents vasculaires cérébraux. Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, donc c'est un caillot qui va boucher une artère dans le cerveau et donc qui va limiter l'apport en nutriments, en oxygène, en glucose et les neurones vont mourir très rapidement. Et puis il y a les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, c'est 20% des accidents vasculaires cérébraux qui eux sont soit par exemple une rupture anévrismale, donc c'est du sang qui va s'épancher dans le parenchyme cérébral, dans le cerveau, ou alors lié à un traumatisme. Il y a la phase très aiguë, médicamenteuse, endovasculaire pour les AVC ischémiques, ou la phase chirurgicale ou la prise en charge hospitalière classique pour les accidents vasculaires hémorragiques. Mais ce qui est aussi important, c'est de pouvoir combattre, traiter les séquelles neurologiques de ces accidents vasculaires cérébraux. Et là, il y a une prise en charge qui n'est pas médicamenteuse ou chirurgicale, qui va constituer à utiliser le fait que notre cerveau est plastique. Donc notre cerveau est capable de refaire des connexions, de revoir son architecture si on l'entraîne. Donc ça va être le rôle des ergothérapeutes, le rôle des orthophonistes, le rôle des personnels de kinésithérapie, de remettre le cerveau en action très rapidement et lui permettre de refaire des connexions, d'apprendre à vivre avec un handicap moteur, physique ou de la parole et de refaire des connexions, de la plasticité au sein du cerveau. Les neurones vont apprendre à refaire des nouvelles fonctions pour compenser ces déficits. Et plus on va faire ça rapidement, mieux ça va être. Et il faut aussi le faire souvent. Il faut que ces apprentissages, ces réapprentissages soient fréquents sur une période relativement longue pour que le cerveau réapprenne à fonctionner avec une lésion cérébrale, avec des séquelles liées à l'accident vasculaire cérébral. La recherche doit, par une meilleure connaissance des mécanismes, trouver de nouvelles stratégies thérapeutiques pour ces patients. À la fois mieux détruire les caillots qui sont à l'origine des AVC pour que le sang puisse irriguer de manière plus efficace le cerveau et ça va aider à la récupération fonctionnelle. Il faut également développer des stratégies de protection des cellules du cerveau, empêcher les neurones de mourir au moment d'un accident vasculaire cérébral. Et puis pour la partie réadaptation, récupération fonctionnelle, trouver des stratégies pour aider les neurones à être plus plastiques
à pouvoir reprendre des fonctions de neurones qui, eux, sont morts au cours de la récupération fonctionnelle. Et là, il y a un vrai travail à faire. Il y a vraiment un manque dans ce domaine de travailler sur la compréhension de ces phases de récupération à long terme, de la phase chronique des AVC, en s'aidant d'outils d'ergothérapie, de kinésithérapie. Et là, il y a tout un pan de la recherche qui est réellement déficient. Et beaucoup de gens y pensent, y travaillent. Utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour aider à ces stratégies de récupération fonctionnelle post-AVC. Denis, ce que tu nous dis dans cette vidéo, c'est que le cerveau est capable de se réparer. Ça peut arriver, on sait le faire? Le cerveau, il est plastique. Et donc, dans la vie normale, à l'école, quand tu apprends à faire de la musique, un sport, etc., tu utilises le fait que les cellules du cerveau sont capables d'acquérir des nouvelles fonctions, d'apprendre, de faire des nouvelles connexions. Et donc, cette capacité du cerveau qui existe tout au long de la vie, hein, c'est pas quelque chose que quand on est très jeune, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place tout au long de la vie. Eh bien, quand un patient a un AVC, donc il y a une partie de son cerveau qui est complètement lésée, qui a disparu, eh bien, on peut demander à des neurones qui avaient une fonction, eh bien, de prendre une autre tâche ou de contribuer à une autre tâche. On peut recréer des réseaux neuronaux, et ça, c'est long, il faut apprendre, et ça, c'est le rôle de toute la phase de rééducation. Et plus on la fait tôt, plus on sait qu'elle est efficace. Alors en fait, ce que je dis, c'est un peu paradoxal, puisque quand on fait des études cliniques, même avec beaucoup de patients, en fait, on n'a jamais démontré le réel bénéfice de cette rééducation. Parce que la maladie, comme on l'a dit au début, elle est très hétérogène, et ces pratiques de rééducation, de réadaptation, elles sont vraiment à l'échelle de l'individu. Et si on demande aux patients, si on demande aux kinés, aux ergos, ils savent que ça marche. Mais il y a un gros travail à faire pour optimiser ces méthodes et puis utiliser des outils un peu modernes qui aident à cette rééducation, l'intelligence artificielle pour certains déficits moteurs, des exosquelettes, etc. Et ça, il y a vraiment des choses à faire et s'inspirer des techniques modernes pour faire ça. On a vu quelques exemples effectivement dans la vidéo d'ateliers de rééducation. Toi, tu disais que tu reconnaissais ces exercices. Tu as fait de la rééducation, toi? Moi, j'en ai fait beaucoup et je suis toujours en rééducation. Ça va faire 7 ans. Et je suis en rééducation plusieurs fois par semaine. D'accord. D'accord. Ça marche dans le sens où ça progresse? Tu sens que ça améliore tes capacités? Il y a des choses où je me rends compte aujourd'hui, en étant tout à fait lucide sur la situation, que certains trucs, c'est foutu, quoi. Voilà, à un moment donné, il faut savoir que... Tu penses à quoi? Par exemple, je ne sais pas lire un tutoriel. Je suis incapable de monter un meuble Ikea. Même si c'est dessiné, je ne peux pas suivre une étape. Les Lego, c'est un enfer pour moi. Suivre une recette. Je suis incapable de conjuguer correctement certains verbes. Voilà, il y a des choses, je ne peux pas récupérer. Il y a des moments où je suis incapable de lire et ça peut durer des semaines. Voilà, et quand je dis incapable de lire, les gens vont s'imaginer c'est parce qu'elle n'a pas envie. Mais non, c'est que la sensation que j'ai, c'est que les mots, quand on les lit, ils ont un sens dans l'esprit. Et moi, ce sont juste des sons. Et en fait, ce serait écrit en chinois ou dans une autre langue, ce serait exactement pareil. Je ne comprends pas ce que je lis. Et c'est très compliqué, en fait. Et il y a des phases où ça va très bien, il y a des phases où ça ne va pas du tout. On peut être sur un palier, redescendre. C'est très adaptatif, en fait, la rééducation. Est-ce qu'il y a de la récidive dans l'AVC? Oui, malheureusement, ça peut frapper plusieurs fois. Un chiffre, globalement, 20% à 5 ans. Une personne sur 5, après un AVC, va faire un nouvel AVC. Ah ouais. Donc, il y a vraiment... Là, on s'est beaucoup concentré. Peut-être que les gens ne se retrouveront pas sur la thrombolyse, la desktop, thrombectomie. Ça concerne au mieux 10, 15, 20% de la prise en charge de nos AVC. Ce qu'il faut réaliser, c'est de temps en temps, l'AVC, le caillot, il est plus petit. Il y a une cicatrice. Et là, il faut mettre en place des traitements pour éviter que ça recommence. Okay. Ça, c'est en fait la majorité des AVC. Je dis ça parce que de temps en temps, les gens vont dire « Mais moi, c'est pas ça qui m'est arrivé. Moi, j'ai été à l'hôpital, j'ai fait mon IRM. On m'a donné de l'aspirine ou un super aspirine. On m'a demandé de faire quelques examens. » Mais j'ai pas eu tout ça. C'est normal.
Ça, c'est vraiment la phase aiguë, les premières heures, les 24 premières heures. Mais en fait, il y a beaucoup d'AVC qu'il faut soigner, pour rejoindre ce que tu dis sur la récidive, et éviter que ça recommence. Et là, il y a une urgence, rapidement, à mettre en place, à identifier d'où est parti le caillot, dans l'hypothèse d'un caillot, et mettre en place des médicaments pour pas que ça recommence, à base de fluidifiants du sang, plus ou moins important, traitement pour la tension artérielle ou le diabète, enfin, de mettre en place ces traitements, ça c'est important. On va parler des enjeux de la recherche. Est-ce que vous seriez capable de me parler, je pense surtout à vous deux, de l'histoire de l'AVC, dans la connaissance scientifique? Est-ce qu'on sait à partir de quand on a compris ce qui se passait dans le cerveau? Il sait, lui. Bertrand, dis-moi, c'est quoi? C'est le 19e siècle? C'est plus vieux que ça? C'est quoi? Ouais, c'est toujours très intéressant de voir un peu l'histoire. Oui, c'est ça. En fait, les premiers cas, ils datent de l'Antiquité. Mais là où on a commencé à comprendre un petit peu, on est fin 19e. 1890, 1900. Et puis vraiment, en fait, la révolution, c'est les Beatles. Alors pourquoi? C'est un raccourci. Mais en Pour fait, plein de raisons, mais... Mais pourquoi les Beatles? Ouais. C'est parce qu'on a eu besoin d'une imagerie. On a eu besoin de voir dans le cerveau. Comment on a vu dans le cerveau dans les années 60? Grâce à EMI. EMI, ils avaient beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui produisaient les Beatles. Ouais, c'est la maison de disques. Et avec la maison de disques des Beatles, ils ont réinjecté dans EMI, qui ont fait les premiers scans. Et avec ces scans-là, on a vu dans la tête des gens. Et quand on a vu dans la tête des gens, on a compris l'AVC, c'est une artère qui se bouge, c'est une artère qui saigne. Je résume un peu, il n'y a pas que les Beatles, mais en fait, ça a été un catalyseur. C'est hyper intéressant. Et en fait, pour comprendre l'historique de l'AVC, ça n'intéressait pas du tout les neurologues. L'AVC, jusque les années 2000, n'intéressait pas beaucoup les neurologues. Ah ouais? Parce que, en fait, il n'y avait rien à faire. On ne savait pas comment les soigner. Ouais. On ne savait pas, parce qu'on ne maîtrisait pas les concepts de déboucher les artères, de baisser la tension artérielle. Les cardiologues nous ont beaucoup appris, parce que les cardiologues, très rapidement, ils ont commencé à naviguer dans les artères du cœur. Et puis, petit à petit, en fait, on s'est aperçu qu'on était capable de faire un diagnostic hyper rapide, avec un scanner ou même une IRM. On arrive à voir exactement où est l'AVC, où est l'artère bouchée. Et on a réussi à développer des produits pour dissoudre, détruire le caillot. Donc ça s'est fait finalement sur ces temps-là. Les premiers cas, on les connaît depuis très longtemps, mais vraiment l'accélération, c'est le XXe siècle. Et puis là, en fait... Et là, depuis les années 2000, du coup... Ouais, les premiers traitements, c'est les années 2000. Le desktop, on est dans les années 90-2000. Les fils qu'on passe dans le cerveau, on est dans les années 2015. Oui, donc on enchaîne les révolutions, là, en ce moment. D'où vraiment un milieu, ouais, c'est une spécialité. Non, Denis? Ouais, mais en fait, le traitement, la desktop, c'est 1996 aux États-Unis, 2006 en France. On démarre vraiment avec des recommandations claires. 2015, l'essai clinique Mr Clean, qui est vraiment la révolution de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. On en reste un peu dans la gamme du desktop, manifestement. Oui, mais desktop, Mr Clean, c'était le nom de l'étude. Le nom de l'étude néerlandaise s'appelait Mr Clean. Et moi, j'avais lu qu'avant 2003, en France, l'AVC n'était pas considéré comme une maladie, mais comme une façon de mourir. Et ça m'avait terrorisé, cette donnée-là. Mais ça a été une grande discussion à un moment donné, mais on n'a pas changé de nom, parce qu'on parle d'accident vasculaire cérébral. Cette notion d'accident, c'est un peu l'accident de la route, on ne peut rien faire. Oui, la fatalité. Il faut dire avoir un AVC et pas faire un AVC. Parce qu'on ne dit pas j'ai fait un accident de voiture. Un infarctus cérébral. Il y a eu une tendance à vouloir changer un peu le nom pour pas que ça soit dans l'esprit des gens ou l'esprit des pouvoirs publics comme une fatalité. Et puis après, il y a encore beaucoup à faire parce que... Alors justement, c'est ce que j'allais te demander. C'est quoi la suite de l'histoire? La prise en charge actuelle, c'est on va 20 et si on est très optimiste, 25% des patients. Donc pour 75-80% des patients, il n'y a pas ce médicament, il n'y a pas cet acte endovasculaire. Et même quand on fait le médicament et l'acte endovasculaire, ça a vraiment un bénéfice pour, on va dire, un gros tiers des patients. Donc en finale, c'est 85% des patients qui n'ont pas de bénéfice du traitement à la phase aiguë. Après, ils ont un bénéfice sur la prévention, sur la rééducation. Donc la recherche, elle a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est mieux déboucher. Ouais. Et quand on débouche, il faut aussi ce qu'on appelle mieux reperfuser. C'est-à-dire que le sang, il aille bien dans tous les endroits du cerveau. Dans les petits capillaires, un capillaire du cerveau, ça fait 7 microns de diamètre. Donc 7 microns de diamètre, le tuyau? Ouais, c'est la pointe d'une épingle, quoi. C'est vraiment un globule rouge, il faut qu'il se faufile dans ces vaisseaux. Donc il faut aller vraiment déboucher le plus profond possible. C'est là qu'il y a les neurones qui fonctionnent. Ça, on ne sait pas encore très bien faire. Tu m'étonnes. Puis après, il faut, lorsque les neurones sont en souffrance,
il faut les empêcher de mourir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la neuroprotection. Donc là, il y a plein de pistes. Ça marche dans des modèles expérimentaux au laboratoire, mais on n'a pas encore la solution, le truc qui marche chez l'homme. Il y a beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, de start-up qui développent des produits dans ce sens-là. Et puis après, c'est la suite de l'AVC. Donc on sait qu'il faut plutôt limiter l'inflammation chronique. Et puis toutes ces phases de rééducation, de réadaptation. Et puis on en parlait tout à l'heure, il y a des travaux de recherche pour essayer de remettre des nouveaux neurones dans le cerveau. Donc c'est la thérapie cellulaire. Mais ça, c'est pareil, il y a des outils expérimentaux, on n'en est pas encore là. On commence à remettre des neurones dans le cerveau qui trouvent une place, une fonction et qui marchent. Dans des modèles expérimentaux, au laboratoire, on peut le faire. Mais comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que les neurones qui vont mourir. Il faut recréer des vaisseaux. Enfin, si on a des neurones et qu'il n'y a pas d'oxygène qui arrive, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est un peu une histoire complexe. Mais bon, voilà, c'est comme l'aviation, il faut essayer, parce que c'est la figure avant de pouvoir voler. C'est très impressionnant. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour travailler dans la recherche ? Alors, on utilise l'intelligence artificielle, on essaye aussi d'utiliser notre propre intelligence. Mais ouais, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle, en particulier dans l'imagerie, donc dans tous les hôpitaux, pour analyser rapidement les images, on utilise l'intelligence artificielle. Et grâce à l'intelligence artificielle, on arrive même à faire des images du cerveau, d'images qu'on n'a jamais vues. C'est-à-dire que ça, c'est un des outils d'intelligence artificielle qui apprend des images de nombreux patients. Et avec quelques éléments de l'image, quelques informations, il recrée l'image telle qu'elle devrait être. On peut gagner du temps, on peut mieux analyser l'image. Et puis, on fait de plus en plus dans les laboratoires des algorithmes pour essayer d'anticiper les événements qui se passent au cours d'un AVC. Ce qui est un peu à la mode actuellement, c'est l'idée de jumeaux numériques. C'est-à-dire qu'on va créer un cerveau numérique et on va pouvoir avoir un modèle du cerveau du patient, regarder au moment de l'AVC quelles sont les zones qui sont lésées et anticiper de la manière dont il va récupérer, quelles vont être les meilleures stratégies de récupération. Pour les séquelles après, etc., on peut comprendre des... C'est incroyable. Un cerveau virtuel et on peut regarder ce que le cerveau devrait être dans 3-4 ans. C'est absolument incroyable. Je peux le faire en vrai avec ma sœur jumelle, qui n'a pas eu d'AVC. Ah, t'es une sœur jumelle ? Oui. D'accord. On a une vidéo qu'on voulait aussi vous montrer, chers amis qui nous regardez, sur la rééducation et sur la prise en charge des séquelles à plus long terme. Là aussi, il y a de la recherche qui est menée. On regarde une vidéo tout de suite. Le projet qui est porté par David Trossellier. À tout de suite, on en parle après. Nous, notre but dans notre recherche, c'est de créer une thérapie qui permet de réduire l'impact de l'AVC chez les personnes qui en ont eu un. L'AVC, c'est une des premières causes d'handicap acquis chez l'adulte. Ça touche une personne sur 6 et sur toutes les personnes qui vont être touchées, 70% vont perdre l'usage du membre supérieur, soit le membre gauche, soit le membre droit. L'objectif de ma thèse est de créer un nouveau type de thérapie qui permet d'améliorer les thérapies existantes qui s'appelle du neurofeedback. Le but du neurofeedback est de mesurer l'activité électrique du cerveau lorsque la personne imagine un mouvement. Et grâce à l'intelligence artificielle et aux neurosciences, avec l'électroencéphalogramme, on va pouvoir mesurer l'activité du cerveau et lui donner des retours directs aux personnes. Lorsqu'elles vont imaginer un mouvement, elles vont voir une main virtuelle devant elles réaliser ce mouvement. En fait, quand on voit un bras qui bouge, en fait, ça va activer les aires cérébrales responsables du contrôle de ce bras. Donc en fait, ça va stimuler l'activité cérébrale dans l'aire qui a été touché par l'AVC. De la même façon, si on fournit des vibrations sur la main, ça va aussi activer les aires cérébrales des sensations, l'aire sensorimotrice de cette main. Et donc tout ça, en fait, ça va stimuler les aires cérébrales qui ont été touchées par l'AVC et donc favoriser la plasticité cérébrale, la récupération dans cette aire cérébrale. Ces aires activées, on peut les mesurer avec un électroencéphalogramme et les décoder avec de l'intelligence artificielle qui va apprendre à identifier les schémas spécifiques qui correspondent à l'imagination du mouvement.
Aujourd'hui, ce dispositif existe déjà. Il a déjà été montré par d'autres scientifiques qu'il est efficace et qu'il permet d'améliorer la motricité. Par exemple, si on propose cette thérapie combinée avec de la kiné, on voit une nette amélioration par rapport à juste de la kiné seule. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à éprouver, c'est pourquoi il est efficace, pour qui il est efficace, et du coup essayer d'améliorer et de personnaliser la thérapie en fonction des spécificités et des différences de chaque utilisateur. Grâce à la Fondation pour la recherche médicale, j'ai pu réaliser une 4e année de thèse qui m'a permis de mettre en place les premières expérimentations à l'hôpital, de collecter les premières données et donc d'avoir des premiers résultats pertinents. Et on va continuer à proposer cette thérapie à plus de patients afin d'avoir une base de données encore plus importante. De retour sur ce plateau, encore donc un projet de recherche, en tout cas un exemple de projet de recherche soutenu par la Fondation pour la recherche médicale autour de cette fameuse plasticité du cerveau qui m'impressionne considérablement. Un sujet dont on n'a pas assez parlé tout à l'heure et qu'on aurait dû aborder parce que quand même c'est un facteur de risque important de l'AVC, c'est la question de l'hypertension artérielle. C'est quoi l'hypertension? De quoi on parle quand on parle d'hypertension? En fait, on parle de la pression sanguine. Alors, c'est pas du tout intuitif. Quand vous demandez à des gens pourquoi tu as fait un AVC, ils vous disent parce que j'ai fumé, parce que je suis trop gros, parce que je fais pas de sport. En fait, la tension artérielle, ça parle pas aux gens, sauf que c'est de loin la première cause d'AVC. Je t'avoue que ça me parle pas. En fait, la tension artérielle, c'est vous voyez, le petit brassard que vous mettez sur le bras ou sur le poignet qui vous prend la pression, en fait, pour faire simple, globalement, la pression sanguine. Okay. En fait, dans les tuyaux, il y a du sang, et il y a une pression. Donc elle peut monter ou pas. Normalement, elle est à 120 mm de mercure. On dit 12,8. Tu as combien de tension? Tu as 12. En fait, c'est 120 mm de mercure. C'est une pression qu'on va mesurer. Okay. Ça, normalement, c'est 12-13. 12, la tension normale. Avec l'âge, ça va augmenter. Et avec d'autres facteurs de risque, ça peut augmenter. Et c'est quoi le rapport avec l'AVC? C'est que c'est la première cause d'AVC. En fait, si on regarde toutes les causes dont on a parlé, les malformations, le diabète, le cholestérol, de loin, la première cause, c'est l'hypertension artérielle. En fait, quand la pression est trop forte, ça va finir par boucher les tuyaux. Je parle sous contrôle de Denis, mais globalement, cette pression artérielle va enflammer la paroi va réagir, va s'épaissir jusqu'à boucher. D'accord. Et donc, il faut la traiter. Et alors, comment ça se traite, l'hypertension? Comment on peut prévenir l'AVC grâce Déjà, à ça? il faut le savoir. Ouais. Non, mais c'est une évidence, mais personne ne le sait, quoi. Ce qu'on sait en France, c'est que la moitié des gens hypertendus, c'est-à-dire la moitié des gens qui ont plus de 13 de tension, ne le savent pas. La moitié des gens qui sont hypertendus... Je ne connais pas du tout ma tension artérielle, maintenant que tu le dis. Mais prenez vos tensions. Vraiment, un conseil pour vous, pour vos proches, regardez où vous en êtes. Une fois par an, à partir de 30 ans, vous vérifiez votre tension. Bien sûr que c'est plutôt un peu plus tard, plutôt normalement 40, 50 ans, mais on disait tout à l'heure, l'AVC, c'est que les vieux. C'est pas vrai. L'hypertension artérielle, c'est que les vieux. C'est pas vrai. Donc globalement, prendre la tension dans n'importe quelle pharmacie, on a tous des appareils, on prend la tension. Et après, on la baisse. On la baisse comment? Il y a des médicaments très efficaces. On évite de saler l'alimentation, la qualité du sommeil, l'apnée du sommeil. Ça, les docteurs savent le faire, mais encore faut-il aller prendre sa tension. Prenez votre tension, c'est important. Je suis très content de vous avoir tous les trois sur le plateau parce que vous êtes les trois facettes de la médaille de la recherche médicale. En fait, vous êtes le praticien, le chercheur et le patient. C'est aussi le message de cette émission, c'est de rappeler que la recherche, c'est pas un truc que de chercheurs isolés, c'est un consortium de gens qui travaillent ensemble, chacun à leur niveau, et qui font progresser la recherche. Tu l'as très bien expliqué quand tu parlais de l'histoire de la recherche, de comment on a compris les choses petit à petit. Les patients, Margot, tu as ta place dans le processus de recherche, c'est hyper important. Je rappelle tes deux livres que tu as sortis sur le sujet, Margot, sur l'AVC. Le premier que tu avais sorti, c'était Mon petit AVC aux éditions Larousse, dans lequel tu racontes ton expérience, ton AVC. Et le deuxième livre que tu as sorti, c'est Ça me prend la tête, aux éditions Larousse, toujours, où tu reviens plusieurs années plus tard pour raconter où est-ce que tu en es. Avant que tu quittes le plateau, Margot, est-ce que tu peux nous rappeler quel est ton Instagram? J'ai vu que des gens dans le chat l'avaient partagé, ton Instagram, tout à l'heure. Alors, c'est Mon petit AVC. C'est mon.petit.avc. Sur Instagram, où tu parles de tout ça, où tu fais de la prévention. Merci 1000 fois, Margot. Merci. D'être venue sur ce plateau. Je te laisse quitter le plateau. On va retrouver Valérie Lemarchandel pour conclure l'émission. Hop. On va retrouver Valérie Lemarchandel, évidemment. Non, mais vous êtes d'accord avec ce que je disais sur la recherche, c'est tout le monde, c'est tous ensemble.
La recherche, c'est vraiment un consortium de personnes. Ce n'est pas les chercheurs, les cliniciens d'un côté. C'est souvent les cliniciens comme Bertrand, ils sont aussi chercheurs et les chercheurs travaillent avec les cliniciens. C'est vraiment travailler tous ensemble. C'est très transversal et ont beaucoup de compétences. C'est-à-dire l'imagerie, c'est plutôt des physiciens, des mathématiciens, l'analyse du signal, il y a des biologistes cellulaires, des biologistes moléculaires, les chirurgiens. Enfin, c'est vraiment un travail global de différents acteurs en France, en Europe et dans le monde. Donc on a vraiment des programmes construits sur le plan international. Parce que l'AVC, c'est pas juste un problème français, c'est un problème mondial et tout le monde travaille d'arrache-pied en commun pour essayer d'améliorer la santé humaine. Absolument, il faut continuer. Je ne me rendais pas compte avant que Bertrand le dise à quel point c'est récent. Beaucoup de choses qu'on a dit dans cette émission, notamment sur les traitements aigus, c'est très récent dans l'histoire de la médecine. Et c'est grâce à des chercheurs qui ont bossé. Et les sujets sur lesquels vous bossez aujourd'hui feront les progrès de demain. Et ça, c'est trop cool. Ça va Valérie, on te retrouve. Tu es toujours la directrice scientifique de la Fondation pour la recherche médicale. Quel message est-ce qu'on peut faire passer avec tout ça, Valérie ? Qu'il faut soutenir la recherche. C'est grave, ouais. Et qu'il faut effectivement parler, écouter les patients, écouter les experts comme Denis et Bertrand. Et encore une fois, comprendre ce que la recherche apporte et notamment ce qu'elle a déjà pu permettre en matière de progrès et de prise en charge de l'AVC, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. J'ajoute à ça, si je puis me permettre, les enjeux sociétaux de l'AVC. On en a un petit peu parlé dans cette émission. La question des inégalités territoriales dans l'accès aux soins, notamment aux soins d'urgence, le manque de sensibilisation du grand public, le coût humain que ça représente, ces personnes frappées par les AVC, qui pourtant sont pour beaucoup évitables, comme on l'a très bien dit. L'accompagnement des aidants aussi, qui sont à côté des patients qui en souffrent. L'AVC, c'est pas une fatalité. La recherche, ça sauve des vies. Et il faut que ça continue. Chacun et tout le monde peut agir. Au cours de cette émission, on a essayé autant que possible de vous apprendre un maximum de choses. Normalement, à ce niveau-là, vous savez plein de trucs sur l'AVC et vous êtes extrêmement admiratifs de Bertrand, Denis et Margot et de leur travail. En tout cas, c'est mon cas. Où est-ce qu'on peut continuer les réflexions? Où est-ce qu'on peut continuer à s'informer sur ces sujets? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous pouvez aller sur les différents sites des associations de patients, vous pouvez aller sur le site de la FRM, le site des organismes de recherche, INSERM, CNRS. La plupart des hôpitaux ont également des sites d'information. France AVC, une association très dynamique. France AVC. Les sociétés savantes, un peu techniques, mais il y a des portails pour les patients, c'est de l'information qui est contrôlée. Là, vous n'aurez pas de fausses informations comme la Société française de neurologie vasculaire, la FRM, je le redis, il y a plein d'informations sur le site de la FRM aussi sur les AVC. Au moins, c'est de l'information contrôlée. C'est important d'aller vers des sites qui délivrent vraiment une information fiable, encore une fois basée sur parce qu'on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses, on voit des patients, et des gens abusent de la faiblesse des gens en consultation que je vais avoir avec des potions magiques à 800 € sur Internet en me disant « mais on m'a dit de prendre ça, c'est des herbes chinoises ou je ne sais, ça va me permettre de guérir ». Enfin, il y a plein de charlatans, plein de gens qui abusent, donc faites confiance quand même au corps médical, aux chercheurs, etc. pour développer des informations. Et je reprends les mots de Dominique Costa-Guilliola, qui est une des co-autrices du dernier rapport sur la désinformation en santé, qui dit « la désinformation tue ». Mais c'est tout à fait vrai. C'est un scandale absolu. Moi, je vis sur Internet, je vois des trucs, j'ai honte. Je suis scandalisé de ce qui peut exister sur Internet et à quel point des gens, effectivement, abusent, tu as raison, de la fragilité de certaines personnes. Et donc, oui, l'information de qualité, vous la retrouverez sur les différentes ressources dont on vient de vous parler. Le site Internet de la Fondation pour la recherche médicale vous renverra vers beaucoup d'autres sujets si ça vous intéresse. Les réseaux sociaux de la FRM également. Suivez les réseaux sociaux de la FRM, notamment sur Instagram, pour continuer à être au courant des actions de la Fondation pour la recherche médicale. Vous retrouverez cette émission de Checkpoint plus tard. On vous tiendra au courant, évidemment. Il nous reste à nous dire au revoir, je crois. Merci, chers amis. Bertrand, Denis, merci du fond du cœur d'être venu. Merci Margot, à toi aussi. Merci Valérie. C'est la fin de cette émission de Checkpoint. Salut à toutes et à tous. Ciao.